Mais nous, on s'intéresse vraiment à une période clé, qui est dite l'âge d'or de la piraterie, entre les années 1680 et 1730. Voilà, c'est là où on a les pirates les plus célèbres. Je te laisse avancer. Et cette piraterie a été connue du grand public, en fait, finalement, quasiment en même temps que la fin du phénomène, autour des années 1720-1730, grâce à 2 volumes qui ont été édités par le capitaine Johnson, c'était son pseudonyme, et la plupart des gens qui ont travaillé dessus pensent que c'est Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, qui a édité 2 volumes en 1724 à Londres, qui s'appelle l'histoire générale des plus fameux pirates, une édition d'abord en anglais, puis après des éditions en anglais, en hollandais, etc. Et ces 2 volumes présentent les faits de guerre, les faits d'armes de 35 pirates les plus connus. Il les a choisis. On ne sait pas en fait comment ça s'est passé, cette accumulation de renseignements, et pourquoi il a choisi ces 35 pirates les plus célèbres selon lui. Mais dedans, vous avez notamment Edward Teach, Barbe Noire, vous avez William Kidd, vous avez plein de célèbres pirates. Et c'est ces 2 volumes qui sont richement illustrés, tu peux passer, il y a quelques gravures après, qui présentent de manière assez authentique finalement. Alors évidemment authentique avec plein de guillemets, mais en tout cas les gens lisent les faits d'armes, lisent les prises, les captures et voient en fait à quoi ressemblaient ces pirates dont on parle déjà depuis 10-15 ans, donc à Londres dans la société des lettrés. C'est un retentissement, le bouquin est un best-seller. Et en fait ce livre s'appuie sur un premier ouvrage qui est édité en 1678 je crois, et qui a été édité par Alexandre Olivier Oxmelin, qui est un chirurgien de la flibuste. Donc le premier c'est un écrivain en fait, qui a peut-être suivi les pirates, on n'est pas encore sûr comment ça s'est passé, mais le premier, Alexandre Olivier Oxmelin, qui est un chirurgien de la flibuste à bord, c'est-à-dire qui a suivi les pirates à bord de ces navires et a relaté leurs aventures. D'ailleurs il appelle ça l'histoire des aventuriers des Antilles, à quelque chose près, et parle notamment de Henry Morgan, de Francis l'Olonnais, d'autres flibustiers du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe siècle, et de la même manière, il présente avec des gravures, des anecdotes, etc. Donc vous avez finalement, dans les années 1730, 2 gros livres qui marchent très très bien, qui sont réédités à plusieurs reprises, et qui parlent de ces pirates. Et c'est là où la légende commence à s'élever. Ensuite, il y a d'autres événements, je peux passer, littéraires évidemment, qui viennent asseoir cette mystification presque du pirate. C'est Treasure Island de Robert Louis Stevenson, édité pour la première fois en 1883. Vous connaissez tous le roman, qui a fait rêver là pour le coup beaucoup de monde. Et là on est à la fin du 19e siècle, et le relais se poursuit avec la figure évidemment de Long John Silver, le pirate le plus emblématique. Et là la caricature, on va dire presque le mal est fait, avec le perroquet sur l'épaule, la jambe de bois, enfin la jambe plus ou moins, en tout cas amputée, la canne, etc., le grand personnage, la taverne, le rhum, etc. Et là le décor est planté. Le trésor que l'on enterre, évidemment, vous verrez que c'est pas totalement la réalité historique et archéologique. Et la caricature est née à peu près à ce moment-là. S'ensuit Peter et Wendy, qui est l'autre roman, Peter Pan. Alors il y a évidemment des reprises plus récentes de l'histoire de l'île au trésor, avec des téléfilms, des séries, etc. On passe. Des peintures qui illustrent encore une fois ces histoires de pirates, avec Howard Pyle, qui est un peintre américain qui entre 1903 et 1911 peint un certain nombre de représentations de ces pirates dans différentes scènes, les attaques de galions, les combats pour se partager le trésor. Le pirate abandonné, vous connaissez tous ces peintures qui sont quand même très connues. Vas-y. Et puis Peter et Wendy, qui est également donc en 1911, première édition, donc c'est Peter Pan qui parle bien sûr de la figure du pirate méchant et son crochet. Et donc après on imaginera que tous les pirates ont une balafre, un perroquet sur l'épaule, une jambe de bois et un crochet à la main, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus pratique d'être un pirate efficace avec tous ces éléments-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous on fait ce travail-là aussi. C'est grâce à tous ces gens, c'est essayer d'expliquer le vrai du faux de la présence de ces pirates ou pas, comment ils vivaient surtout leur quotidien. Vas-y. Une autre peinture assez célèbre qui date, je crois, de 1923, qui est la fin de Barbe Noire,
Et là, c'est assez aussi mythique, puisque dans le livre de 1724 de Capitaine Johnson, on parle de la fin de Barbe Noire, de la fin théâtrale de Barbe Noire, comme quoi il aurait été tué par plusieurs marins de la Royal Navy, avec il y aurait eu apparemment une autopsie à la fin, du combat qui aurait relevé de nombreuses balafres, coups de sabre, 5 balles de pistolet, sa tête aurait été tranchée ici en haut du mât. Bon, il y a eu une grosse théâtralisation de ce personnage-là. Finalement, c'est un pirate qui est très connu aujourd'hui, que tout le monde connaît, presque le plus célèbre de tous, mais qui a eu une vie de pirate que de 2 ans. Qui n'était pas si massif que ça, il était grand mais assez fin. Par contre, il avait réellement, d'après les descriptions des marins et capitaines qui l'ont croisé, qui ont été faits prisonniers, réellement ce chapeau avec les mèches qui sortaient et qu'il allumait lors des abordages pour rentrer dans un nuage de fumée, la barbe tressée pour aussi avoir un air terrifiant. Il lançait des grenades, comme on voit là, des bouteilles remplies de clous, de poudre, etc. pour créer des grenades à fragmentation. Donc il y a pas mal de choses qui sont assez justes et qui sont représentées, on n'aimerait pas être à bord à ce moment-là, qui sont représentées dans cette peinture et qui encore rajoutent ce côté caricatural. On le voit très très grand, presque massif, alors qu'il était grand mais pas aussi costaud que ça. Puis vous voyez derrière toutes les scènes, c'est glauque. Voilà comment est représentée la piraterie à cette période. Vas-y, suivant. Et puis, pour continuer dans la caricature et le côté presque un peu plus que caricatural, évidemment, Disney, la patte de Disney avec l'attraction en Floride d'abord, puis après évidemment à Paris, de Pirates des Caraïbes, qui donnera lieu à la franchise que vous connaissez tous, Pirates des Caraïbes, et qui associe à la fois le côté historique, mais évidemment fantastique et très caricature. Alors, on va bien sûr parler d'objets archéologiques dans cette conférence, et les objets passent aussi par le fameux trésor des pirates. Quand on pense aux pirates, on pense à toutes les caractéristiques que je vous ai évoquées, et bien sûr, le fait d'enterrer son trésor, puisque un pirate, bien sûr, il enterre son trésor, et bien vous pouvez vous sortir cette idée de la tête parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de fait réel, historique, avéré, encore moins archéologique, qui prouve que le pirate enterrait son trésor. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, le pirate ne vit pas longtemps, il a une vie avant d'être pirate, il devient pirate, et puis généralement il meurt peu de temps après en fait. Alors soit il meurt pendu, rattrapé par la patrouille, parce que c'est parce qu'on est dans l'inégalité, soit il meurt de maladie, soit il meurt de manœuvre à bord. La vie de pirate, c'est une vie de promiscuité, d'insalubrité, de plein de choses. Elle est très périlleuse, et donc la durée de vie d'un pirate est d'environ 2 ans, comme pour Barbe Noire, voire parfois quelques mois. Donc l'intérêt d'enterrer un trésor, alors qu'on sait, puisqu'ils étaient quand même assez lucides sur leur durée de vie, alors qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir y retourner, c'est un peu compliqué. Donc oubliez les cartes au trésor, les biscuits avec éventuellement des codes, voilà, tout ça, ça n'existe pas. Le pirate, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il dépense son argent parce qu'il a envie d'en profiter, parce qu'il a une vie assez misérable. Alors, on devient pirate pas forcément par choix, on peut le devenir aussi parce qu'on a envie de quitter sa vie misérable en Europe ou en Angleterre par exemple, et on est sûr, quand on devient pirate, d'avoir le gîte et le couvert. On est à bord d'un navire, on pense faire des prises, on est embauché, donc on va avoir une solde, on va partager éventuellement le butin, on va avoir à boire, mais pas forcément que de l'eau, parce que ça c'est pas une légende, le pirate boit bien du rhum, et évidemment on va être nourri, et quand on a une vie miséreuse à Londres par exemple, on vit dans la rue. Donc les pirates, c'est pas forcément le fleuron de la société de l'époque, mais on a aussi des militaires, des anciens de la Royal Navy. Le but quand on embauche quelqu'un pour devenir pirate, c'est qu'on a déjà un seul critère, c'est avoir le vocabulaire de la marine. Connaître le métier de marin, parce que c'est une vie sur l'eau quand même, la plupart du temps. Donc il faut connaître les manœuvres, il faut connaître le métier de marin. Mais après, d'où il vient, etc. Si c'est un ancien militaire, un ancien de la Royal Navy ou autre, c'est extrêmement intéressant parce qu'il va avoir apporté de la stratégie, des manœuvres de guerre, la connaissance de l'ennemi, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Mais l'objectif du pirate,
c'est d'essayer de sortir de sa vie quand même relativement miséreuse ou avoir une seconde chance pour partir vers de l'exotisme. Et dans ce cadre, essayer de devenir riche, ce qui quand même arrive très rarement. Merci. On va passer un tout petit peu quand même à la thématique archéologique avec la présentation des épaves pirates découvertes dans le monde à ce jour. Épaves pirates qui ont été à la fois découvertes, authentifiées par les archives, puisque c'est le cheminement que l'on a. Si vous tombez sur un bateau pirate au fond de l'eau, personne ne peut dire que c'est un bateau pirate. Vous allez tomber sur une épave. Okay. Donc il va falloir identifier le navire. Généralement, ce n'est pas dans ce sens-là que ça se passe. C'est les chercheurs mettent en place des travaux dans les archives, notamment liés aux plus célèbres pirates, comme Barbe Noire, William Kidd, etc., Samuel Bellamy, et vont aller chercher où se trouve le naufrage. Puisque c'est ça la clé de trouver une épave, mais quelle qu'elle soit, et notamment pirate, c'est lié à sa chute. Parce que si vous trouvez un bateau au fond de l'eau, c'est qu'il y a eu un drame quelque part, c'est que le bateau a coulé. Donc, on a, à ce jour, moins de 10 épaves qui sont à la fois liées à un événement tragique, une perte d'un navire, sabordé, lié à une tempête ou autre, et liées à un personnage célèbre de la piraterie, parmi la guest list que je vous ai évoquée des 35 pirates. Vas-y, tu peux lancer. Donc on a Louis d'Agali qui coulait en 1717 près de Boston, Massachusetts, et qui est lié à Samuel Bellamy. Naufrage, lié à une tempête. Quasiment tout l'équipage est mort, je crois, à part 2 ou 3 marins. Ensuite, le Queen's Revenge coulait en 1718 dans la baie de Beaufort et qui appartenait donc à Barbe Noire. Là, c'est un sabordage volontaire pour fuir la patrouille, la Royal Navy. Et puis aussi pour essayer de se débarrasser d'une partie de son équipage. Ensuite, attention, Pirates des Caraïbes, 2 bateaux. Le Queen Merchant, 1699, de William Kidd. Donc là, vous voyez qu'il y a des pirates anglais. En fait, il n'y a quasiment que ça. Et qui a coulé près de la République dominicaine. Le Great Ranger, 1722. Donc ça, c'est encore une fois la date du naufrage. Donc le Queen Merchant, il a été incendié, il a été récupéré par un autre capitaine. William Kidd n'était pas à bord lorsque le bateau a coulé, il a essayé de récupération. Le Great Ranger 1722 de Bartholomew Roberts, qui est aussi pirate, là pour le coup gallois. Et là aussi, c'est une récupération. Il a été emmené dans la baie de Port-Royal à la Jamaïque et puis coulé à cause d'un ouragan. Ensuite, 2 dans l'océan Indien. Le supposé Fiery Dragon 1721 dans la baie de Sainte-Marie à Madagascar, on travaille sur ce navire-là, lié au pirate Christopher Condent. Le Speaker, coulé en 1722 au large de l'île Maurice, et qui est associé au pirate John Bowen, encore un pirate britannique, enfin néo-Bermude mais d'origine britannique. Et ensuite 2 navires, 2 épaves, le long de la côte sud du Brésil, la Louise 1718, liée à un pirate français, Olivier Levasseur dit la Luz, et enfin la Ranzasu 1687 qui est liée à, je n'ai pas mis les noms, mais qui est liée pour le coup à 2 pirates moins connus, qui est un ancien navire espagnol. Donc vous voyez, voilà la carte aujourd'hui. Alors on parle que de la période face de l'âge d'or de la piraterie. Donc on a quand même très peu de navires qui sont à la fois identifiés par les archives, fouillés plus ou moins partiellement, parfois complètement. Je vais essayer de trouver... Le seul bateau qui a été fouillé complètement, c'est le Louis d'Agali 1717, mais bon, lié à un problème d'éthique, parce que c'était quand même des chasseurs d'épaves, c'était pas des professionnels de l'archéologie, et les objets sont quand même aujourd'hui exposés au Ouida Pirate Museum de Cape Cod, juste face à l'endroit du naufrage. Il y avait 15 000 pièces de monnaie qui ont été retrouvées, puisque c'est ça aussi qui est intéressant avec ces questions d'épave, c'est qu'en fonction des conditions du naufrage, vous n'allez pas retrouver les mêmes types d'objets. Barbe Noire, quand il a coulé son navire, il est parti avec le coffre, il n'a pas laissé le coffre au fond de l'eau. Donc on a retrouvé, les collègues américains ont retrouvé que 4 pièces de monnaie. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y avait 400 000 objets, je crois, dont 250 balles de pistolet et fusils. Il était armé. Les bateaux pirates sont armés. C'est une des caractéristiques, on y reviendra après. Par contre, le Speaker, à l'île Maurice, il a coulé parce que les pirates se sont rapprochés trop près du récif.
est un petit peu picolée, d'après les archives hollandaises. Et ils ont été happés par les vagues, ils ont fait naufrage, le navire s'est penché, c'était assez violent, mais ils ont pu lancer les chaloupes, arriver sur la côte, à 2,5 km, aucun pirate n'est mort, et ils sont retournés le lendemain pour récupérer ce qu'ils voulaient. Mais on a quand même retrouvé 34 pièces de monnaie. Je parle que des pièces de monnaie parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Donc, selon les conditions de naufrage, on a des objets qui sont plus ou moins présents, et il ne faut pas oublier que la plupart des sites sont partiellement, voire presque pas fouillés, comme le Queen Anne's Revenge, il est fouillé qu'à 60%, donc 40% de la fouille. Et aujourd'hui, il y a un conflit entre ceux qui l'ont découvert, l'État de Caroline du Nord, etc. Et encore pour le Queen Anne's Revenge, par exemple, on a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Il reste tous les cerclages des tonneaux. C'est moche, c'est des cerclages en fer, sur tout le site, qui fait environ 30 à 40 mètres, les canons, et ça montre que, certes, ils sont partis avec le coffre, mais ils ont laissé des tonneaux. Des tonneaux qui pouvaient contenir des denrées, qui pouvaient contenir des clous, qui pouvaient contenir plein de choses. Ils se sont dit, bon, non, les tonneaux, on les laisse. Trop lourd, les canons, on les laisse. De toute façon, ça coulera mieux. Et voilà, donc on a des choses qui sont extrêmement intéressantes selon les sites qui sont découverts. Suivant. Voilà, donc juste une petite carte un peu plus détaillée de la zone caribéenne et le nord-est des États-Unis, avec les deux épaves au nord, et puis deux épaves dans la baie de Port-Royal et de République dominicaine. Bon, il faut imaginer en fait qu'il y a des épaves partout. Il y a beaucoup de pirates, on monte à 3 000 à 4 000 pirates. Un équipage, c'est entre 100 et 200 personnes. On sait que Bartholomew Roberts, du Great Ranger, il a pillé 400 navires. Faut pas imaginer que les pirates coulent les bateaux qu'ils prennent, au contraire, ils les récupèrent pour eux. C'est ça le premier butin du pirate, c'est qu'il prend le bateau, il le pille, il fait pas de mort, il évite de tirer. Pourquoi? Parce que ça coûte cher d'avoir un mort dans son équipage. Donc il préfère hisser le pavillon noir à la dernière minute, faire la tactique de la peur, et puis aller sur le navire, récupérer ce qu'il y a, soit prendre le navire si ça intéresse, ou les canons. Il réarme son bateau, il part avec les marchandises, voire il récupère le bateau, et il met l'équipage sur une petite chaloupe qui s'en va. Mais il ne tue pas forcément. Ça c'est aussi là, dans la caricature. Arrive, on tire, et puis tout est mort, tout explose dans un moment. Le pirate est opportuniste. Le pirate veut devenir riche, veut dépenser de l'argent à la taverne pour aller voir des filles et boire des rhums. Donc le pirate veut vivre et veut éviter de s'entretuer avec des ennemis, parce que ça peut être des navires marchands, mais vous avez des navires de guerre aussi qui sont plus lourdement armés. Donc il y a des tactiques qui sont mises en place. L'objectif vraiment, c'est de récupérer sans qu'il y ait de problème. Je vous ai juste mis au niveau archéo, tu peux peut-être juste un tout petit peu appuyer. Parce qu'il y a des, voilà. C'est par rapport aux fouilles archéologiques de ces épaves que je vous ai évoquées. Voilà, et la dernière. Vous voyez, donc 100% de la fouille entre guillemets qui a été opérée sur Ouida, 60% pour le Queen Anne's Revenge, et entre 40 et 70% pour les deux autres épaves. Et vous voyez à peu près les périodes de fouilles. Pour vous dire que quand même tout ça est quand même globalement très récent, quoi. On ne travaille pas sur les pirates de manière professionnelle depuis longtemps. Déjà, c'est lié aussi, quand je parle de travailler sur les pirates, de manière, dans le cadre de l'archéologie sous-marine, évidemment. L'archéologie terrestre, c'est encore plus en retard, parce qu'il n'y a quasiment personne qui travaille dessus. C'est-à-dire, travailler sur les pirates à terre, il n'y a quasiment aucun chercheur qui travaille sur ces problématiques-là. Donc, dans un premier temps, c'est quoi? C'est le fantasme du chasseur d'épaves, du trésor au fond de l'eau, évidemment. Tout ça est lié. Donc, c'est du pillage, c'est-à-dire plonger et remonter des objets, ce qui est formellement interdit, en fait, sur toute la planète. Il y a des lois dans les eaux françaises et internationales. C'est-à-dire quand vous plongez, vous remontez un objet, c'est interdit. C'est comme piller sur la terre ferme, et vous trouvez un objet, vous le ramassez. Ça, c'est du pillage. Donc, la découverte et l'attrait pour cette archéologie et ces épaves pirates sont liés d'abord à du pillage. Sur le Speaker, il a été trouvé par des archivistes historiens, archéologues de l'époque, dans les années 1980. Le site a été pillé après pendant des années. Parce qu'il est à 2,5 km du rivage et à 4 mètres de profondeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les épaves pirates trouvées dans le monde, les 8, elles sont toutes entre 3, 4 et 8 mètres de profondeur.
voilà, je sais pas s'il y a des plongeurs dans la salle, mais en gros, c'est rien. L'avantage pour nous, c'est qu'elles sont souvent dans des zones inaccessibles ou difficilement accessibles, c'est-à-dire que ça bouge beaucoup, ça remue, il y a de la houle sous-marine, c'est des zones à ouragan pour les naufrages, donc ça nous permet, entre guillemets, de protéger les sites par eux-mêmes. Voilà, suivant. Je te laisse, c'est ta partie, sur le côté local. Ouais, pour parler un peu plus du côté local, on va vous parler un petit peu, enfin moi je vais vous parler un petit peu de ce qu'a mis en place un de nos collègues qui est historien et qui est chercheur à l'Université des Antilles, qui s'appelle Kevin Porcher, qui a recensé, sur cette carte, la plupart des activités pirates autour de la Guadeloupe, qu'il n'a pas encore fait pour la Martinique, entre 1713 et 1728. Ce que vous pouvez déjà voir, c'est qu'il y a un paquet de pirates connus, dont les noms, au moins pour deux d'entre eux, dont vous parlez, Bartholomew Roberts, Black Bart, qui a capturé plusieurs navires autour de la Guadeloupe, et Edward Teach, Barbe Noire, qui a capturé entre autres un navire au large de Vieux Habitants, donc sur la côte sous le vent, au large de la Basse-Terre. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Edward Teach, le fameux navire dont on vous a parlé, le Queen Anne's Revenge, c'est un navire français, la Concorde, qui l'aurait capturé entre la Dominique et la Martinique sur la côte atlantique. C'est un navire négrier qui amenait sa cargaison en 1717. En 1717, qui amenait sa cargaison sur la Martinique, et donc c'est à ce moment-là qu'il l'a capturé. Donc vous voyez que c'est quand même un lieu qui est quand même très largement soumis aux actes de piraterie. Ce qui est intéressant aussi, c'est de localiser les zones de relâche ou les zones où les pirates sont le plus souvent mentionnés, entre autres à terre ou en train de décharger ou de faire de la contrebande. Parce que le pirate, tout ce qu'il va capturer à bord, c'est pas les pièces d'or, mais c'est aussi toute sa cargaison. Donc on a parlé de navire négrier, le pirate, il faut oublier le pirate qui est libérateur et qui va libérer les esclaves. Ça, on oublie. Un esclave, ça a une valeur marchande. Le pirate, ce qu'il veut, c'est s'enrichir, comme vous a dit Jean, donc il va le revendre. Mais il va tout ce qu'il y avoir à bord et qui va lui servir. Tout ce qui est munitions, poudre, les vivres, l'eau, le rhum, le vin. Et donc une des zones entre la Guadeloupe et la Martinique qui sert le plus aux pirates, c'est la Dominique. C'est une zone où on va le plus souvent entendre parler des actes de contrebande, où pirates vont amener leurs marchandises pour les décharger au profit des habitants, mais où aussi les habitants vont ravitailler les pirates pour d'autres choses. Mais vous voyez que par exemple, sur la Guadeloupe, vous allez avoir les Saintes, qui est une zone de repère qui est connue. Vous avez aussi la Désirade, donc là, Kevin Porcher ne l'a pas mentionné, mais ça, Daniel Defoe, dans son fameux double ouvrage, en parle. Il parle de Deseada comme un lieu où les pirates traînent très régulièrement. Et après, vous allez avoir d'autres zones dans le nord des Petites Antilles. Vous pouvez avoir Saint-Martin, Saint-Barth, Saint-Christophe, les îles Vierges, voilà. Voilà. Sur cette carte, vous avez toute la mer des Caraïbes qui est mentionnée. Donc vous pouvez voir, il y a aussi au large du Venezuela des repères un peu plus éloignés, mais qui sont très souvent cités, entre autres dans les archives des différents gouvernements coloniaux, entre autres ceux de la Martinique. Vous allez avoir Tortuga ici, on ne parle pas de la Tortuga que vous entendez parler dans Pirates des Caraïbes, c'est l'île de la Tortue, ça. Vous allez avoir Margarita, Tobago, les Grenadines, puisque c'est un chapelet d'îles qui est très difficilement couverte par les marines de guerre. Et puis, comme je vous ai dit, le nord des Petites Antilles, Saint-Martin, Saint-Barth, les pirates, bien sûr, ils ne sont pas bêtes, ils se mettent dans les zones où passent les principales routes commerciales, les voies commerciales, et entre autres les zones de débouquement et d'embouquement pour traverser l'Atlantique. Voilà. Tu peux passer. Alors on parle un peu de la Martinique. Donc là on va citer les travaux de notre collègue Jessica Pierre-Louis, avec laquelle moi je travaille très souvent, qui est une historienne martiniquaise, qui m'aide beaucoup moi dans mes recherches archéologiques sur la Martinique. Et il y a 2 ans, elle a trouvé un lot d'archives qui parlait de l'îlet Aramier. Ça vous parle tous, 3 îlets en face de la Anse-Bélé. Certains d'entre vous peut-être connaissent l'histoire du fort. Je ne suis pas sûr comment ce fort a été créé. Donc le fort actuel, il est plutôt du début du 19e siècle.
mais la volonté de fortifier cette zone, elle est due principalement à la contrebande et probablement à la piraterie ou aux actes de piraterie qui en sont liés. Puisqu'on a tout un lot d'archives datées des années 1710-1730 où on mentionne régulièrement des navires soit étrangers, soit français, soit on ne sait pas, qui viennent de nuit débarquer des marchandises cachées par l'îlet Aramier, où il n'y a aucune batterie d'artillerie ou aucune défense qui peut les voir, au profit des colons. Donc tout ça pour échapper à ce qu'on appelle le régime de l'exclusif. Donc en fait, dans le système colonial français, le régime de l'exclusif, on vous force à acheter des denrées ou des objets manufacturés qui viennent de votre pays d'origine, du pays métropolitain, donc la France. Et donc pour contourner ça et pour pouvoir acquérir des objets ou des denrées à moindre coût, on fait de la contrebande. Quoi de mieux pour faire de la contrebande que s'adresser à des pirates qui, eux, n'ont en plus pas acheté leurs marchandises. Et donc en 1717, on a un rapport qui mentionne justement le souhait de monter plusieurs batteries d'artillerie sur ce îlet, chose qui sera faite en 1746, si je ne me trompe pas. Voilà. Il y a plus de suivant, s'il te plaît. Et puis je vais vous parler d'un autre site archéologique, d'un site archéologique sur lequel moi j'ai travaillé. J'ai principalement étudié des objets à Saint-Martin, à l'arrière de la plage de Grand Case, donc juste ici, ceux pour qui ça parle. Donc c'est un site archéologique précolombien qui a été fouillé en 2014 par ma collègue Nathalie Célier, l'INRAP, avant la construction d'une villa. Donc principalement c'était un site d'occupation précolombien néo-indien. Donc c'est un épandage de coquillages. Et puis sur cet épandage de coquillages, les collègues se sont aperçus qu'il y avait plusieurs structures de la période coloniale, et surtout des structures très précoces de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc c'est ce que vous voyez sur la partie droite de l'illustration. Tous les petits ronds sont des trous de poteaux. Ce sont l'armature des cases, des structures qui ont été implantées là de manière très temporaire et très fruste. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le mobilier qui va être associé, il est concentré dans les 20-30 dernières années du XVIIe siècle, et il va détonner par sa richesse et par la provenance de ces objets, entre autres la céramique, les fragments de céramique qui viennent de 4 coins de la planète. Vous allez avoir de la porcelaine de Chine, vous allez avoir de la céramique qui vient d'Allemagne, de la péninsule ibérique, d'Angleterre. Et ça, généralement, les seuls sites sur lesquels on va retrouver ce type de matériel-là sont les épaves pirates. Donc vous allez voir qu'il y a aussi, on peut trouver aussi d'autres éléments. Vous avez ici une pierre à fusil, une pierre qui est destinée à allumer la poudre qui est contenue dans votre pistolet ou dans le fusil. Vous allez voir que vous avez retrouvé une aiguille à chat, donc c'est une aiguille qui est taillée dans un os de dindon américain, qui est certainement utilisée pour réparer les filets ou d'autres choses, ou pour faire des épissures sur les cordages. Et puis vous allez avoir tout le mobilier métallique, donc on a plein de choses très différentes, un manche de couvert en étain, des balles en plomb, des boucles. Ça reste une théorie, mais pour le moment, le mobilier archéologique qu'on a retrouvé et les archives qui ont été sorties par nos collègues historiens tentent à montrer que on pourrait être sur un site lié à l'activité de flibuste, puisque le dernier élément qu'on a sur le site, ce sont des fours à chaud qui sont utilisés pour produire de la chaux à partir des coquillages du dépôt précolombien. Encore une fois, l'opportunisme, c'est installer là où il y a la matière première. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en charpenterie de marine, quand on veut nettoyer la coque d'un navire ou recalfater, donc c'est-à-dire réétanchéifier la coque, on utilise énormément la chaux. Voilà. Et les pirates, le seul endroit où ils peuvent caréner, c'est pas dans un port classique, ils vont pas se ramener comme ça avec leurs gros sabots. Ils s'isolent un peu, et à cette époque-là, Saint-Martin et entre autres la baie de Grand Case, c'est une zone qui n'est pas occupée. Et donc, c'est ce qui appuie principalement notre hypothèse. Et en comparaison, vous avez ce qu'on a mis en avant à Madagascar, ce que Jean vous présentera tout à l'heure. C'est sur cette île-là, îlot Madame, on a mentionné ici la zone où les formants carènent. Voilà, donc quand on carène et qu'on n'a pas d'installation portuaire, on couche le navire sur le côté, on fait ce qu'on appelle une demi-carène,
en ancrant en sommet du mât des voûtes et avec les canons, on fait un contrepoids, on met la moitié de la carène à nu, on la nettoie, on recalfate et on fait la même opération pour l'autre côté. Voilà. Et ce qui est assez drôle, j'y repense au niveau chronologique, c'est qu'on a commencé à parler de ça en 2019, parce que tu retravaillais sur le site, et nous on n'avait pas encore fouillé à Madagascar, parce qu'on a fouillé qu'en mai 2022, et on part fouiller en mai 2022 à Madagascar sur cette île Sainte-Marie, et notamment sur l'île au Forban qui est au centre de la baie, et on trouve du corail brûlé en fait. Et là on fait « Ah super, bah, comme à Saint-Martin, on n'est pas à côté ». Voilà, du coup, et évidemment l'île au Forban, enfin toute l'histoire qu'on rencontre avec Madagascar, c'est lié au repère des pirates. Et donc nous, ça nous donnait du grain à moudre pour nos hypothèses, qui sont entre guillemets un peu nouvelles, parce que bon, bah, la chaux elle peut servir pour plein de choses, pour les bâtiments, mais dans des zones quand même très particulières, un peu isolées, où il y a des zones de carénage, voilà, il y a juste à... Et où par exemple à Saint-Martin, à cette période-là, quand on construit pas en pierre encore, donc on ne maçonne pas, on construit en bois, même dans les habitations. Voilà. Donc c'est tout un faisceau d'indices, c'est ce qu'est l'archéologie de manière générale, et entre autres l'archéologie de la Pératrice, c'est de réunir énormément d'indices et essayer de dresser plusieurs hypothèses. Encore une fois, ce que je vous ai présenté pour Saint-Martin, c'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Pour le moment, c'est la plus probante. Chacun se fera son avis. Alors on va vous parler du coup d'une épave sur laquelle on a travaillé, qui a été découverte en 1979, commencé à être fouillée en 1980, on n'était pas nés. Sur laquelle on a retravaillé déjà en partant des objets qui ont été découverts, parce que en fait à l'époque cette archéologie sous-marine n'était pas professionnelle tout simplement, donc ça se faisait avec pas mal de bénévoles, etc. Et le travail avait été relativement bien fait, mais il manquait pas mal d'informations, notamment sur les comparaisons des objets. Cette épave, c'est le Speaker, donc, qui a coulé au large de l'île Maurice en 1702. Voilà, là, c'est la vue de l'équipe, puisqu'on a monté une mission en novembre 2021, en se bataillant avec le Covid qui nous a empêchés pendant 2 ans d'y aller, puisqu'on n'êtes pas sans savoir que ces îles, Madagascar, l'île Maurice, sont complètement refermées sur elles-mêmes, donc on ne pouvait plus prévoir notre travail qui était... ça faisait je crois depuis 2020, donc on voulait, même 2019, oui, qui proposait les projets. Donc ça c'est l'équipe qui part de la baie et qui va se trouver donc Grande Rivière Sud-Est, îlot des Roches. C'est le point que vous avez ici, au sud de l'île aux Cerfs, pour ceux qui connaissent l'île Maurice, et donc on est en dehors, de la barrière de corail, hein, donc la barrière de corail, vous la devinez assez bien, elle est ici. Et on est à environ 2,5 km de la côte. Et nous, on partait de Pointe-aux-Feuilles, hein, qui est la ferme marine d'élevage de l'île Maurice, pour passer dans une passe au sud et remonter jusqu'au Speaker. Donc 2,5 km de la côte, quelques mètres, une centaine de mètres du récif corallien, 3-4 mètres de profondeur, des conditions de plongée qui peuvent paraître tout à fait simple et jouable, sauf que on est à l'extérieur du lagon, donc du coup en fait c'est l'enfer de plonger sur ce site-là. On peut plonger qu'1 mois par an en fait, tout cumulé sur ce site. Et l'équipe a été, on a eu pas mal de chance, hein, sur les 10 jours de mission, on a pu plonger 7 jours, donc ça a été assez chouette. Dès que la houle est à 1,2-3 mètres sur le site, on ne peut plus plonger au fond parce qu'en fait on ne peut plus ancrer la barge au-dessus du site. Et on peut plus, du coup, quand on est en fond, en fait, ça malotte, mais on peut travailler. Bon, c'est un peu compliqué, mais on peut travailler, mais c'est surtout la barge qui est ancrée en haut et qui du coup, va totalement créer un nouveau naufrage. D'ailleurs, en 1980, l'équipe d'historiens d'archivistes qui ont découvert le site ont perdu une barge à cet endroit-là. Donc, les risques étaient vraiment présents. Et ce bateau, s'il te plaît, donc a été trouvé par Patrick Lisée et Jacques Dumas, qui ont remonté environ 1700 objets, notamment des pièces de monnaie, des lingots, des statuettes, les suivants. Ici c'est Jacques Dumas. Et c'est un bateau qui est assez intéressant parce qu'on ne connaît pas son identité, son nom d'origine. Comme vous le savez peut-être, les pirates rebaptisent leur bateau lorsqu'ils le prennent.
Le Queen of Revenge s'appelait la Concorde, un navire de Nantes, 1710-1711 je crois, pris par Barbe Noire en 1717 et naufragé en 1718. Le Speaker, c'est pareil, c'était un navire français à l'origine, une frégate probablement de guerre d'après les archives qui en parlent, et qui a été prise ensuite par des Anglais dans les années, il me semble, 1700. Et c'était un navire français, donc les Anglais qui prennent le bateau, qui sont de la Royal Navy, je crois, notifient que c'est un navire français mais ne donnent pas le nom dans les archives. Donc nous, on n'a pas le nom français d'origine, c'est juste que c'est un navire français. On sait qu'il fait environ 500 tonneaux et qu'il a entre 40 et 50 canons, donc ce qui veut dire une longueur entre 30 et 40 mètres, on n'est pas précis. Et les pirates de John Bowen, le 16 avril 1700, prennent ce navire à la Royal Navy. Vous me suivez? Donc on a des prises de ce navire. Et le rebaptise le Speaker. Non, le rebaptise pas le Speaker, je me trompe. C'est les Anglais qui rebaptisent le Speaker. Eux récupèrent le bateau et il a un nom anglais. Mais à l'origine, il est français. Il y a deux noms qui circulent, le Speaky Returns ou Speaker. Speedy Returns ou Speaker. Officiellement, le nom arrêté dans les archives est le Speaker. Donc ces pirates se retrouvent avec ce bateau. Ils le prennent au large des Mascareignes, je crois au sud de Madagascar, dans la rivière Métellage, je crois, et naviguent avec ce bateau qui fait naufrage le 7 janvier 1700. Donc le bateau a eu une carrière de pirate que de à peine 2 ans, quoi, ce qui est relativement court. Et nous, ce qui nous intéresse là-dessus, évidemment, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ces 2 ans. Les pirates ont pris les bateaux, on le sait dans les archives, et on le voit aussi dans le matériel archéologique qui est multiculturel avec des origines différentes. Voilà, on vous a mis quelques comparaisons de bateaux de la fin du XVIIe siècle. Comparaison. Suivant. On n'a pas de plan d'archives aussi de ce bateau. En fait, on connaît vraiment quelques éléments. Ce qu'on sait surtout, c'est comment il a coulé et ce qui s'est passé ensuite. Voilà quelques objets qui ont été trouvés, des perles, des compas, etc. Suivant. Voilà le plan dressé en 1980 par l'équipe de Patrick Lisée. Il n'y a pas de plan GPS. Bon, voilà. Alors aujourd'hui, nous, on a dû, dans la nouvelle mission 2021, on a tout repointé au GPS, tous les canons, etc. Et là, ce qui va vous frapper en fait sur ce site, c'est qu'il ne fait pas 30 à 40 mètres comme un bateau pirate. Un bateau, en fait, il n'est pas classique. Il fait près de 400 mètres. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le bateau a été happé par les vagues et a essayé de manœuvrer. Pour essayer de manœuvrer, on fait quoi? On déleste. Donc, on lance les ancres, les canons, on circule, on passe par le banc de sable, qui est un banc de sable qui n'était manifestement pas là à l'époque où le navire a coulé. C'est le bateau qui a coulé, qui a tapé, qui a créé une sorte de séisme environnemental à l'époque, qui a fait remonter en fait ce sable, et ensuite a dérivé tout en encore continuant à relâcher ses canons et à couler dans la zone des canons 25-24, vous voyez, hein, cette zone où il y a l'encre C. Ça on le sait parce qu'on a plongé nous sur le site et on a vu une zone avec des boulets de canon, des canons ramassés, etc., des indices de profondeur qui nous font penser, des ancres qui sont des ancres arrière, donc des petites ancres, qui nous font penser que c'est la zone terminale du navire. Donc en fait, en théorie, le bateau, il est là. Sauf que, pour rajouter la difficulté, on n'a pas de coque du bateau, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce que le site, il est recouvert de corail mort, complet. Tout le site, des 400 mètres. Vous voyez, ici, il faut imaginer qu'il y a la barrière de corail de cet endroit-là, et là, on est vers le large. Donc le site est énorme, 400 mètres, c'est long, en plongée, c'est rien. Vous avez les palmes, etc. Mais... Sauf que vous avez la houle qui vous pousse. Je crois qu'on va envoyer une image où vous voyez à travers les suivants. Je sais plus où. Voilà le site dans le banc de sable, donc en fait on ne voit rien. Et en fait la houle vous pousse de 3 mètres par 3 mètres. Même une collègue qui a, on va donner le nom, qui a vomi sous l'eau. Parce que c'est l'enfer en fait. Il faut s'accrocher au canon, il faut s'accrocher aux ancres. Il faut essayer d'écrire. Donc vous avez compris, je suis pas archéologue plongeur, c'est pas mon métier. J'ai dirigé tout ça, c'était super. J'ai bien inventorié, mais voilà, il y a des professionnels de l'archéologie sous-marine qui étaient là. Et même eux, c'était assez compliqué. Pas compliqué, c'est pas dangereux en fait d'être sous l'eau. C'est juste que pour travailler sous l'eau, déjà, c'est pas simple. Il faut savoir communiquer, etc. Mais là, bon, voilà,
les stylos qui partaient, les crayons qui partaient 3 mètres plus loin, on a perdu du matériel, enfin, c'était un peu compliqué. Par contre, on avait une super visibilité. Là, bon, là ça se voit pas parce qu'on est dans le banc de sable, donc la zone centrale du site, mais sinon on voyait à 10-15 mètres. Donc c'était assez cool, l'eau était assez chaude, on était bien. Et l'objectif c'était quoi parce que en rebondissant sur le plan 1980 et sur ce qu'on a fait nous, donc c'était de pointer tout, de réinventorier l'ensemble, parce qu'il y a une mission en 1980 qui a trouvé le site, l'a inventorié, mais on n'a plus aucune note. Rien. Pas une mesure de canon, et on avait 1700 objets qui sont au musée de Mahébourg, au sud de l'île, bien conservés, qu'on a réexaminé en 2019, mais incapable de savoir combien mesurait un des canons. On n'avait plus rien. Et en 90, il y a eu une autre mission française, dirigée par Eric Surcouf, qui est de la famille du corsaire Robert Surcouf, qui n'est pas un archéologue, hein, on ne peut pas le dire comme ça, qui est aussi un chasseur d'épaves, qui a essayé de travailler relativement convenablement. Et lui, il a installé sa campagne en 90, fin 90, début 91, et carroyage, la totale, etc., tout nickel. Hop, il se prend un ouragan au bout de 20 jours, l'installation du site est complètement détruite, donc ils ont abandonné la mission. Ils avaient remonté quelques objets, ils avaient fouillé quelques carreaux, mais voilà. Et on a récupéré aussi son canevas de plans, qui ressemble un peu à celui de 1980, et qui est relativement proche de la réalité, parce que nous on a pu pointer au GPS. Les canons n'ont pas beaucoup bougé, ils ont un peu roulé pour certains. On a quasiment tout retrouvé, et presque toutes les encres, 3 encres sur 4. Mais voilà, c'est pour vous de recontextualiser un petit peu tout ça. Et depuis, en fait, entre 90 et 2021, il ne s'est rien passé sur le site d'officiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont sûrement venus plonger. On a retrouvé des objets chez les habitants qui connaissent le site, qui sont plongeurs, des perles, des pièces de monnaie, etc. Donc c'est là où je vous parlais de pillage. Bon, voilà. Nous, on ne voulait pas braquer les gens, donc l'objectif c'était de discuter avec eux, de prendre des photos, ils gardent leurs objets, etc. Et parmi, si tu peux revenir un tout petit peu en arrière sur le canon, et parmi les objets qui avaient été pillés après la fouille de 1980, entre les deux campagnes, il y a eu un canon en bronze, le seul. 34 canons, un canon en bronze qui a été retrouvé parmi les canons au milieu du banc de sable. Et celui-là, il a été remonté, c'est la vie, par des plongeurs sud-africains et emmené à Cape Town. Et on n'a plus eu de traces du tout de ce canon. On avait une photo, c'était la photo que vous voyez là. Et en plus, comme c'était un canon en bronze, il n'était pas corrodé, pas croûté de corail mort, donc il avait un écusson, non, un emblème. C'est génial. Il y avait une photo qui existait, donc on a réussi, nous, à identifier le canon. Donc on a su qu'il appartenait à Christian IV, parce que vous voyez le symbole qu'il y a là-haut, ça correspond à un shilling, une monnaie que Christian IV éditait à l'époque, et qu'il datait lié à la Danish East India Company, donc la compagnie indienne des Indes, en 1616 qu'il a fondée. Donc on s'est dit que l'équipage de Bowen avait pris un bateau danois pendant les 2 ans, 1 an et demi, et qu'il avait conservé ce canon, qui est un petit canon de bord, qui fait 1,40 m. C'est les canons qu'on met sur le bord principal pour tirer à vue quand on a un abordage. Et ce canon-là, on n'a plus de traces avec cette photo. Et puis en 2019, on a commencé à chercher, à avoir des contacts avec les musées de Cape Town, et on a réussi à retrouver, en 2020, la trace du canon. Et on l'a racheté, le gouvernement officiellement l'a racheté, pour qu'il se trouve aujourd'hui avec le reste des objets du speaker. Et en plus, c'était dans une collection privée, et il avait été mis sur un bel affût. C'est rien d'officiel ni de standardisé, mais au moins il était propre, il était restauré, et aujourd'hui il trône au milieu des autres collections, donc c'est assez chouette pour la petite histoire. Et ce qui montre en plus avec cette redécouverte de canon, c'est que on a encore des objets qui viennent de tous les horizons. Suivant. Et voilà, c'est la petite photo de l'équipe de 2021. Les canons du banc de sable avec, vous voyez, donc en fait nous, par exemple, sur 10 jours de mission, c'est là où c'était vachement intéressant aussi, parce qu'on avait quand même quelques journaux de mission des équipes précédentes, mais il faut vraiment se rendre compte sur le site, c'est que sur le banc de sable, par exemple, nous, on voyait quasiment aucun canon. Alors que tous les autres avaient dit, si, il y a 6 canons à cet endroit-là,
on avait les plans, etc. Et en fait, d'une journée sur l'autre, en fonction de la houle, les canons sont désensablés et réensablés. Donc là, vous retrouvez sur le bonjour. On a accroché une ligne de vie, une ficelle, un fil d'Ariane sur tout le site, le premier jour, avec des étiquettes ficelées sur tous les canons. Alors, une trentaine, je crois, le premier jour, on a beaucoup travaillé. Le lendemain, il y avait la moitié des étiquettes qui avaient disparu. Ouais, mais vraiment, on avait acheté un super fil, hyper costaud. Les étiquettes, elles sont pareilles, elles étaient bien ficelées et tout. La ligne de vie avait cassé par 4 endroits. L'enfer. En une journée. Bon, faut tout refaire, super. Voilà, c'était pour vous donner un peu les conditions suivantes. Donc l'objectif, c'était quoi? C'était de réexaminer tout ça, tout ce qui avait été déjà fait. Vous voyez, là, c'est la continuité entre... Ça aurait été... il y aurait eu un rapport de prospection, comme on le fait aujourd'hui, comme Jean-Sébastien peut le faire. Donné aux autorités, on aurait retrouvé dans les archives le rapport avec toutes les mesures, on aurait gagné du temps. Bon, bah là, il a fallu tour de mesure. Donc on a pris un à un les vestiges. Les vestiges, c'est quoi? C'était les encres, les canons, et on a tout mesuré. Donc une encre et un canon, c'est en fait 5 à 6 mesures, hein, donc voilà, ça prend du temps. Il y a les altimétries à prendre. On avait tous un plan, le plan de 1980, crocheté pour essayer de se repérer. Parce que sous l'eau, en fait, on ne comprend rien. Enfin, on a des canons, alors on avance. L'avantage, c'est qu'on a une orientation. On a le large et on a le récif. Donc on sait qu'en suivant une orientation, on arrive vers le... Et puis, plus vous arrivez vers le récif, moins il y a d'eau. Et plus ça bouge. Et on savait qu'en gros, dès qu'on passait le banc de sable, c'était un peu le chaos. Donc il fallait faire assez attention. Là, c'est une des encres les plus près du récif, justement. On a vu qu'il y avait une des encres qui avait cassé aussi. Les canons n'ont pas beaucoup bougé, mais une des encres avait été complètement abîmée, il manquait un bout. Voilà, c'est pour vous, voilà, essayer de montrer un petit peu les mètres. Alors, vous sur le canon, Jean-Pierre, tu me corriges si je me trompe, mais voilà, on a la longueur totale, et puis on a les tourillons sur le côté, les petites bobines. Donc en fonction de la taille des tourillons, ça a une importance. Savoir s'il y a un tourillon ou deux, ça veut dire que le canon il est utilisable ou pas. Parce que s'il n'a plus de ces bobines, il ne peut plus être mis sur l'affût, donc il ne peut plus tirer. Si les canons sont mis tête bêche, ça veut dire qu'en gros ils ont été mis en lot et qu'ils ne marchaient plus. Ils ont coulé à pic, qui servaient de ballast dans le départ. Tout ça, c'est des informations qui sont extrêmement intéressantes pour nous et qu'on a constatées. Vas-y, suivant. Il me semble qu'il y a un tableau après. Voilà, il y a des lots de canons. Alors, c'était intéressant, ça, c'était un peu le début du site. Il y a les 3 canons. C'est bon, on est bien, on est là. On avait installé une bouée, évidemment. Suivant. Et voilà, je vais vous montrer la liste de tous les canons. Et puis, si tu peux appuyer, on a une partie des canons, peut-être un tiers, qui ne marchait plus. Qui ne pouvaient plus tirer au moment du naufrage. Ils n'ont pas cassé après. Hein. Un tourillon, de toute façon, un canon en fonte, il se casse pas comme ça. Donc c'était assez intéressant pour nous, et je crois que c'est 27. Voilà, je sais plus, appuie, s'il te plaît. Alors 24%, voilà, des canons du site, des 34, qui étaient inutilisables. Donc ça, c'est une information que on n'avait pas. Donc c'est extrêmement important. Donc, sur cette mission-là, on n'a pas fouillé. On a inventorié, mais on a eu énormément d'infos. Et par contre, dès qu'on voyait un objet dans le sol, on le prenait, parce que l'objectif, c'était d'éviter qu'il y ait du pillage. Donc on a quand même récupéré une 50aine d'objets. Et ce qui est intéressant avec ce site-là, donc il est recouvert en gros d'une croûte de corail mort, sauf dans le banc de sable. Il y a un petit herbier à un endroit, mais la plupart du temps c'est du corail mort. Et il faut imaginer une couche de béton soufflée qui vient recouvrir le site. Donc c'est pas du sable. Donc vous ne pouvez pas gratter le sol en fait comme ça. Vous êtes obligé d'y aller au marteau-piqueur pour trouver un objet. Et on a trouvé notamment des boulets de canon, 2 zones de boulets de canon. Une sorte de petite accumulation de 7-8 canons. Impossible de les extraire à l'âme, il faut y aller au marteau ou au burin. C'est pour vous donner la nature du sol qui est très dure. Et en fait, les objets sont piégés sous les canons et sous la croûte de corail. Et on va retrouver parfois des objets hyper intéressants, notamment des petites perles. Donc il y a du canon qui est mastoc, qui fait, je crois pour le plus grand, presque 3 mètres. Et vous avez par contre aussi des toutes petites perles en perles de verre bleu qui se voient très bien. Suivant. Voilà, des exemples d'objets piégés dans le corail, des balles de pistolet en plomb. Une encre aussi qu'on distingue à peu près. Suivant. Des boulets de canon qu'on a essayé d'extraire, hein, voilà. Donc là où j'ai ma main avec le gant jaune, c'est là où il y a les canons. Là, c'est ça, en fait, les canons, des boulets de canon, donc il faut les voir. C'est sous la mire, hein, il y a la mire jaune. En dessous, il y a plusieurs
accumulations, et puis on a essayé de les extraire, on en a extrait 5 jours. Voilà. Il y en a un ou deux qui a explosé parce que ils étaient très, très abîmés. Et vous voyez, hein, donc là vous avez la couche de corrosion et de corail, et le boulet est là en fait. Donc quand vous trouvez un objet, en fait, un canon, super, on a un canon, on va le remonter. Bon, déjà c'est compliqué de le remonter, pour tout ce que vous imaginez. Mais après, derrière, il est complètement englobé d'une croûte de corrosion, de corail, etc. Donc il faut qu'il soit dans un bain de désalinisation pendant plusieurs mois, voire une année. Après, il peut y avoir de l'électrolyse qui vient en fait traiter le canon dans le bain. Et suite à ce travail de désalinisation et d'électrolyse, on va pouvoir éventuellement décrouter entre guillemets le canon et retrouver sa forme et ses dimensions d'origine et peut-être son emblème. Comme les canons qu'on a vu tout à l'heure devant le musée Franck Perret, vous avez des grands canons immenses, c'est pas de la même taille et c'est pas de la même période, mais vous avez des emblèmes dessus. Mais sur des canons en bronze, on les voit, mais sur des canons en fer, on les voit plus puisqu'ils sont sous cette croûte. Et c'est des informations qu'on n'aura jamais. Donc il y a tout un processus qui doit se faire sur ces objets-là, et c'est environ 10 000 € remonter un canon. C'est un petit coût quand même. Donc en fait, on évite de remonter les choses pour l'instant, et puis on verra après. Surtout, comme je vous l'ai dit, remonter des objets massifs comme ça dans une zone qui est difficilement ancrable, enfin, c'est compliqué. Suivant. Juste petit aparté, puisque Jean-Yves en parlait, le tableau que vous avez vu, un canon même en fer, il nous apporte des informations. Juste avec ces mesures, on arrive à identifier son calibre, mais aussi sa nationalité. Tout à l'heure, on vous a dit que les pirates, ils surarmaient leurs navires, ils récupèrent des navires de plusieurs nations. Vous voyez, il y a principalement des canons et français et anglais sur les pannes. Voilà. Et certains qu'on ne peut pas identifier. Et certains qu'on ne peut pas identifier. Mais c'est une chose qu'on n'aurait pas sur un navire soit marchand, soit un navire de guerre. C'est lié aux ordonnances, en fait, qui demandent à avoir des calibres précis. Donc, on fond les canons de la même manière et de la même... Voilà, ça c'est juste une reconstitution qui avait été utilisée, mais ça marche pas. Dans le documentaire Arte, je ne sais pas si vous l'avez vu, la véritable histoire des pirates de Gédéon Programme, qui a été diffusé le 7 janvier de cette année, et qui nous suivait un peu dans nos pérégrinations. Et voilà le plan actuel en fait qu'on a refait. Bon, c'est un peu petit, hein, je suis désolé pour l'échelle, mais vous retrouvez à peu près le site comme il est. Et puis là, il est juste en fait, au niveau GPS, c'est le premier plan qui existe. Donc la deuxième phase de ce site qu'on espère fouiller, c'est évidemment replonger, avoir les bonnes conditions, et puis éventuellement désensabler la zone qui est ensablée, parce que c'est le moins compliqué, pour essayer de trouver probablement d'autres canons, puisqu'on sait qu'il y avait au minimum 40 canons, et qu'on en a inventorié 34. Donc il y en a d'autres qui sont probablement là. Voilà, suivant. Voilà, alors ça c'est la zone terminale du naufrage. B1, B2, c'est les boulets de canon. Il y a une encre, enfin il y a vraiment... Si le bateau a coulé à cet endroit-là et qu'il y a des boulets de canon qui sont restés à peu près en position originelle, c'est-à-dire en pyramide ou en amas, c'est que le bateau a coulé à cet endroit. Mais il faut imaginer, comme il avait 4-5 mètres d'eau, il s'est passé. Hein. Enfin, faut les mâts, il est de côté, on le voit, hein, de la côte, on le voit. Et là, un navire de cette période-là, une frégate... 500 tonneaux, c'est gros. Hein. De la quille jusqu'au sommet du mât, vous avez des fois 50 mètres. Donc, le mât, il dépasse, quoi. Là, vous en aviez et un même le tout à l'heure ouais. bateau à... C'était un 2 mâts, 3 mâts tout à l'heure. On voyait dans la baie, là, avec la coque verte. Ouais. C'est immense. Hein. Ouais. Donc, on y reviendra aussi pour Madagascar, parce que dans la baie sur laquelle on travaille, les bateaux étaient coulés par des pirates. Et donc, vous voyez aussi, et ils étaient notifiés d'ailleurs, attention, cimetière de pirates. Attention. Ouais, attention. Cimetière de bateaux pirates. Là, c'est juste pour vous dire qu'on a refait une campagne complète de réinventaire, de photos, de mesures, de comparaison de tous les objets suivants au musée en 2019 avec mon collègue avec qui j'ai travaillé sur ce bateau, Yann Von Arnim, qui est océanographe à l'île Maurice, franco-mauricien et puis archéologue bénévole. Il a recensé plus de 2000 épaves autour de l'île Maurice, donc sur une base de données pour le gouvernement. C'est un peu l'archéologue sous-marin de l'île, quoi. Une personnalité que vous avez découvert du coup dans le documentaire. Et donc parmi les objets, on y revient toujours, vas-y diffuse. Différents objets qui viennent avec la porcelaine de Chine, les pièces de monnaie, les statues, les boutons, etc. et qui montrent les perles qui viennent de Venise et qui montrent un multiculturalisme qui est en fait vraiment
avec l'armement et le surarmement de ces bateaux, une des problématiques d'identification de ces bateaux comme étant des bateaux pirates, parce qu'ils accumulent de l'armement et ils prennent des objets venant du monde entier. Vas-y, tu peux passer. Voilà, on va passer pas dans le détail, mais voilà les quelques monnaies, hein, il y en a 34 qui ont été retrouvées sur le bateau, donc vous voyez les nationalités, suivant. Deux statuettes d'Inde du Sud, de danseuses ou de divinités en bronze, et puis à droite des manies qui étaient des bracelets destinés à l'achat, une monnaie d'échange pour revendre ou acheter des esclaves. On en a retrouvé 18 sur le site, sur l'épave. Donc là encore, voilà, le spectre de l'opportunisme et de la traite négrière est bien présent. Suivant. Des objets liés à l'armement, notamment un fragment de sabre ottoman, une garde d'épée française, et puis des éléments de fusil anglais. Voilà. De tout. C'est ce qui est extrêmement intéressant sur le site. De la porcelaine chinoise de la période Kangxi, quelques fragments, hein, je crois qu'on en a une vingtaine, des fragments de jarres chinois, des balles de pistolet en plomb, encore de la porcelaine. Voilà. Et voilà pour le secteur. Donc là, c'est la partie un peu archéologie sous-marine qu'on mène, mais comme je le rappelle, on n'est pas habilité en France, c'est-à-dire que si moi demain je veux monter une campagne de recherche de bateaux pirates en Martinique, c'est des eaux françaises, je ne peux pas le faire, moi personnellement, parce que je ne suis pas archéologue plongeur. Okay. Toi non plus. Non. Donc, voilà. Par contre, si on veut aller fouiller un site terrestre, sur l'île Laramie, on peut. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu, expliquer la différence. Donc, on travaille avec des associations qui sont habilitées à le faire, qui ont les diplômes pour pouvoir le faire. Et on essaie de monter des projets intéressants dans cette dynamique-là. Je présente le début, puis tu finiras. Donc, Madagascar, c'est une autre campagne qu'on a montée, tout s'est enchaîné. De toute façon, on n'a pas eu trop le choix, puisque on avait un film à faire aussi, parce que c'était grâce à l'équipe de Gédéon Programme qu'on a pu notamment aller à Madagascar, puisqu'on finançait une grosse partie de la mission pendant 3 semaines. L'objectif était au départ d'aller plonger aussi. Dans la zone, tu peux afficher les différentes zones. Voilà, et épaves, merci. Les épaves, donc déjà je réexplique le contexte très rapidement. On est sur une île au nord-est de Madagascar, une île qui fait environ 40 km de long et qui a une baie enclavée qui s'appelle la baie des Pirates, en fait, la baie d'Ambodifatatra. C'est le nom du village, Ambodifoot. Et cette baie, qu'on appelle la baie des Pirates, a accueilli entre 1690 et 1730 des équipages réguliers de pirates qui venaient revendre leurs marchandises. En plus de tout ça, ils ont essayé de se protéger parce que c'était une baie qui était intéressante, parce qu'il y avait des vivres, des ressources, etc., naturelles. Ils ont essayé de se protéger en édifiant un fort, quelques fortifications, etc. Et en plus de tout ça, ils ont coulé des bateaux pour empêcher que les navires ennemis viennent les embêter. Et on le sait comment? On le sait grâce aux archives, puisque les plans qui parlent de ces épaves, des plans français en 1730 notifient la présence de vaisseaux pirates à cet endroit-là avec des croix, enfin même des lettres. Donc on sait. Pourquoi on le sait? Puisque comme on vous l'a dit, les bateaux dépassaient en fait tout simplement. Donc on a une zone d'épave, malheureusement en 2022 on n'a pas pu le plonger parce que le gouvernement nous a pas fait confiance concrètement. Pourquoi? Parce que des chercheurs américains qui avaient travaillé sur l'île d'Agali à Cape Cod au Massachusetts, chasseurs d'épaves, sont aussi venus à Madagascar. C'est grâce à eux quand même qu'on a pu travailler sur certaines choses et ont été après éjectés de l'île en 2015. Ils ont fait 3 campagnes, 2010 et 2015. Et voilà, pas été complètement honnête avec le gouvernement, il y a eu des problèmes éthiques, il n'y a pas eu de rapport de fouille, enfin voilà, il y a eu pas mal de problèmes avec ces Américains-là. Puis nous, en fait, concrètement, on vient là-bas, on vient travailler sur les pirates, on est Américains, pour les gens sur place, et pour le gouvernement. Donc il a fallu, pourtant, nous, c'est une mission franco-malgache d'enseignement de l'archéologie aux étudiants malgaches, avec des profs malgaches, tout était vraiment fait pour qu'il n'y ait aucun problème. Mais bon, peut-être qu'on a manqué de temps, on sortait du Covid, c'était compliqué. Donc ça n'a pas pu se faire, on espère pouvoir le faire en avril prochain.
pour pouvoir plonger sur ces épaves. Il n'empêche que c'était une double mission, à la fois sous-marine mais aussi terrestre. Du coup, on a pu complètement travailler sur la zone terrestre, ce qui nous a donné pas mal d'informations. Vous avez donc une cartographie très rapide, on remonte en arrière parce qu'il y a les noms, moi c'est plus simple pour comprendre. Il y a l'îlot Madame qui est à l'entrée de la baie, sur lequel il y a le musée actuel qui conserve les objets qui ont été trouvés issus d'une des épaves qui a été fouillée par les Américains, notamment beaucoup de porcelaine chinoise. Vous avez la baie à l'intérieur, avec l'îlot Forban au centre, le cimetière qui est un cimetière de marins du 19e siècle et non pas un cimetière pirate, et les bois dans l'arrière-plan, qui est en fait une zone de ressources en eau naturelle, qui a été canalisée par les pirates. Il y a eu un système d'irrigation pour amener l'eau. Et en haut, vous avez le fort de la Possession, qui est le lieu-dit où les pirates auraient installé leur fort en 1690, qui est aujourd'hui un fort reconstruit au début du 19e siècle. Et donc on voit plus en fait les traces concrètes de la présence pirate sur ce fort. Donc, vous avez tout un environnement qui est extrêmement intéressant pour nous. Vas-y, suivant là, dans la carte. Vas-y, tu peux balancer les noms. Îlot Madame, fort de la Possession, comme ça vous voyez en vue aérienne, c'est plus simple pour vous. Et la zone de départ. Vas-y. Donc voilà la localisation sur une carte ancienne avec le port. William Kidd, Olivier Levasseur dit la Buse, Robert Culliford, ça a accueilli John Bowen, Christopher Conzan. Donc en gros, entre 1698 pour être très précis et 1720, on a des grands noms de la piraterie qui viennent à cet endroit-là, qui sont notifiés dans les archives, qui viennent avec leurs bateaux, vendent leurs marchandises, repartir avec des esclaves, de l'argent, etc. Donc c'est vraiment un haut lieu de la piraterie à cette période-là. Mais il ne faut pas imaginer qu'il y a 4000 pirates qui vivent là avec des tavernes, des établissements de femmes légères, etc. Non, ils sont là, ils viennent 2-3 semaines, parfois un mois, ils viennent revendre leur marchandises et repartent chercher d'autres bateaux. C'est vraiment une zone de contrebande et de repères éphémères. Par contre, il y a des campements, il y a des cases. On sait dans les archives qu'il y a des cases en bois avec des escaliers, des fortifications et des drapeaux qui soulignent la présence du capitaine, du contremaître, etc. Vraiment quelque chose de relativement hiérarchisé. Suivant. Voilà, le plan 1730, c'est par la France, qui en fait a pour but de vouloir reprendre la baie aux pirates en installant un fort Vauban. Ce ne sera jamais Vauban, finalement, ça on est en 1730. Le fort actuel, c'était leur plan de l'origine. En 1730, il a été construit qu'en 1866. Ils ont mis un petit peu de temps avant de se décider. En 1750, ils font une petite tour carrée, les Français, sur le fort pirate, qui est en bois en fait, qui est en palissade, etc. Et en 1866, ils construisent le grand fort comme on l'a aujourd'hui. Suivant. Et sur cette carte, ça c'est la légende de cette carte, vous avez des éléments qui nous intéressent, notamment là où en gros les forts Bancarène, les vaisseaux coulés dans cette zone-là, et vous avez des repères avec des lettres, et je pense qu'on a un gros plan juste après. Voilà. Et ça c'est l'îlot Madame, c'est le premier îlot où il y a le terrain de foot que vous voyez, à côté de la zone d'épave, vous avez les ZZ et les D. 1730, tout est noté. Il faut juste à plonger, à regarder s'il y a des épaves, en l'occurrence sur le suivant. Voilà le déploiement, et puis tu vas reprendre, le déploiement de la mission que j'ai dirigée avec Alexandre entre le 7 et le 26 mai 2022, donc c'est relativement récent. Là on vient de boucler le rapport, on a quasiment fini le rapport de fouille, donc on n'est pas comme les Américains, on fait notre travail à peu près correctement. Et on a une grosse équipe qui avait des postes très précis. Dans un premier temps, c'était le scan lidar géographique, topographique de la baie, une partie de la baie. Dans un deuxième temps, la deuxième semaine, les prospections, le travail de test, puisque c'était pas une grande fouille à air ouverte, c'était des petites zones à tester. Et en même temps, l'étude des collections, parce que comme nos amis français sur le speaker, les objets qui ont été trouvés sur l'épave n'avaient jamais été étudiés, ou en tout cas précisément et systématiquement. Donc on a eu, je sais pas, près de 3500 objets à réexaminer en 2 semaines. Donc, moi, en gros, j'ai passé beaucoup de temps au musée à travailler sur les objets. J'étais un peu moins sur le terrain, ce qui a donné lieu à des blagues. La troisième semaine, c'est le traitement et l'enregistrement des données de terrain, pour le coup, et l'enseignement avec les étudiants. Les étudiants étaient avec nous, évidemment, sur la deuxième semaine, ils fouillaient avec nous. Et la troisième semaine, ils étaient là pour comprendre un petit peu les logiciels, la post-fouille, etc. On a eu 3 bonnes semaines de travail, et en plus on était accompagné par l'équipe de tournage, donc il fallait un peu
un peu jonglé, et puis des autorités, bon, ça s'est relativement bien passé, mais comme vous imaginez, il y a toujours des choses à régler sur place. Suivant, et puis je vais te laisser parler de... Donc Jean vous a parlé du déploiement d'une technique qui s'appelle le LIDAR. C'est une technique qui permet avec un signal laser de scanner la surface du terrain et de mettre en avant ce qu'on appelle la microtopographie, c'est-à-dire toutes les anomalies qui vont dépasser du sol. C'est une technique militaire, ça permet de faire apparaître des anomalies de quelques dizaines de centimètres et entre autres des anomalies qu'on va pouvoir, nous, grâce à un système de cartographie derrière, analyser, interpréter des choses qui vont être par exemple linéaires, circulaires, des traces d'anciens bâtiments, d'anciens creusements, des choses comme ça. Donc on a divisé le travail en plusieurs zones. Vous voyez, elles sont numérotées. La zone de l'Aiguade, ça vous l'avez peut-être vu dans l'exposition, Jean-Sébastien de l'a mis. Une zone d'Aiguade, c'est une zone où on va faire de l'eau. C'est un mot de vieux français qui est associé à la marine à voile. Faire Aiguade, c'est faire de l'eau. L'îlot formant au milieu qui nous intéressait particulièrement, puisque même les Malgaches l'appellent toujours aujourd'hui l'îlot formant. Et puis la zone du fort de la possession au-dessus, afin de voir si on pouvait mettre en évidence, pourquoi pas, les traces du fort originel, pourquoi pas du fort français de 1750 dont parlait Jean, et pourquoi pas du fortin pirate qui l'a précédé. Suivant. Donc ça donne ça, un signal LIDAR. Comme vous voyez, c'est très joli, c'est très coloré, hein, mais ça va vous parler. Donc en fait, on va éliminer ce qu'on appelle la végétation. C'est tous les petits nuages que vous voyez par-dessus. C'est ça la magie du LIDAR. C'est comme vous envoyez des impulsions, des milliers d'impulsions à la seconde avec des retours, bah, vous pouvez enlever la végétation et faire différents niveaux d'apparition et faire apparaître des choses. Donc là, c'est pas forcément rendu très bien, mais on voit facilement des structures actuelles. Hein. Vous voyez très bien un terrain de foot. Là, en haut, on voit le cimetière des pirates. C'est pas forcément les images les plus parlantes. Suivant. Mais vous allez voir ici en haut à gauche le fort. Vous allez le deviner. Je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on voit très bien sur les autres illustrations, celle-là, on voit très bien le plan du fort actuel. Et le traitement qu'on a fait encore récemment, on voit des choses qui sont probablement antérieures et qui correspondent au moins au fort français. Donc le traitement terminal, ça donne ça. C'est un traitement donc, en 3 dimensions, X, Y et en Z. L'altitude, vous ne la voyez pas, elle est vers vous. Mais donc on l'a fait apparaître en couleur. Et donc vous voyez très bien les fortifications actuelles. Hein. C'est les lignes bleues que vous allez avoir là. Donc on voit très bien le fort. Et au milieu, vous allez voir des bâtiments qui ont disparu aujourd'hui. On les voit, ces anomalies linéaires. Et au centre, on voit, sous le bâtiment bleu qui sépare la partie sud et la partie nord du fort, on voit une anomalie rectangulaire carrée qui pourrait correspondre au premier fort français. Ouais, celle-là ou celle-là. Donc voilà le plan qu'on a malheureusement retrouvé après notre mission sur le terrain, aux Archives nationales des Outre-mer, certains d'entre vous ont entendu parler, qui sont à Aix-en-Provence. Et donc c'est le plan de la tour fondée par les Français. Donc vous avez une tour certainement maçonnée au centre, qui est en rouge, et puis autour vous allez avoir un parapet avec des courtines, donc certainement à chacune de ces entrées-là. L'architecture militaire, moi qui travaille dessus ici, généralement à chacune de ces protubérances, vous allez avoir un canon qui permet de couvrir à moyenne et longue portée et à courte portée pour éviter qu'il y ait des attaques massives sur le centre de la fortification. Donc très probablement, on n'a pas forcément terrassé un nouveau truc, on a certainement réoccupé quelque chose qui était occupé par les pirates juste avant. Et après, donc, ce plan date de 1866. Ce que vous avez au crayon, c'est le plan projet des futurs qui est par-dessus l'existant. Ça, c'est le fort actuel. Hein. Ce qui nous a perturbé au départ, c'est que c'est un plan typique. Vous allez ici dans la Caraïbe ou sur l'île de la Tortue ou en Haïti, c'est des plans qu'on connaît pour la deuxième moitié du XVIIe. Donc ça nous a un peu perturbé. On nous l'avoue. On a été un peu surpris, mais ça fait partie du jeu.
Comme vous voyez ici à Fort-Dauphin, donc on est sur la façade sud-est de Madagascar. Vous voyez, il y a un plan, un fort qui lui est à moitié en maçonnerie et à moitié en palissade, qui a exactement la même forme. Voilà. On n'a rien inventé. Et puis la fameuse carte que vous montrez tout à l'heure, Jean, avec les fortifications qui étaient indiquées sur les plans français de 1730-1750, indiquées comme étant réalisées par les pirates pour défendre la baie. Voilà. C'est ce plan-là. Donc c'est ce plan-là. C'était un plan non daté en fait à l'origine. Et même à la BNF, au département des sources et plans, la conservatrice nous avait dit non, ça c'est un plan fin XVIIe siècle, c'est typique, etc. Et en fait, en travaillant avec d'autres archives sur plus d'1 an, on s'est rendu compte que c'était un plan probablement fait par les Français pour défendre la baie. Donc tous ces aménagements-là, à part le fort en D que vous voyez, qu'on a montré juste avant, la plupart des aménagements en fait étaient des prévisions, des projections. Il n'empêche que ces projections-là suivaient probablement des aménagements déjà présents, peut-être de manière éphémère en bois, et qui avaient pour projet ensuite d'être construits par les Français. Parce que c'est vraiment une baie stratégique, donc pirates, français, anglais, elle était au centre des convoitises. D'ailleurs, on le voit sur la légende qui est en haut, je ne sais plus si on la voit ici, voilà, qu'il y a du corail, du bois, différents éléments qui sont des ressources très importantes. Pour faire la chose, comment on peut s'y défendre par terre ou par mer, le bois, la pierre, le corail, pour faire la chaux, se trouve sur les lieux. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de Saint-Martin, de la fabrication de la chaux. Donc la chaux, c'est utilisé bien sûr pour faire des maçonneries, ça sert ni en architectural, mais ça sert aussi pour caréner des navires. Donc ça, c'était un indice supplémentaire, mais on ne savait pas qu'on avait tombé sur du corail lors des fouilles. La deuxième semaine, on a prospecté du coup les zones à pied pour essayer de mettre en évidence des choses qu'on pointait déjà grâce au LIDAR, à la cartographie numérique. Et de pointer, d'essayer de voir si on pouvait trouver par exemple des objets au sol, des fragments qui apparaissaient dans les racines des arbres. C'est comme ça qu'on procède. On allait au travail en pirogue, on trouvait ça sympa. Donc on a pointé différentes structures archéologiques ou anomalies qu'on est ensuite allé vérifier. Donc vous avez quatre spots qu'on a ensuite sondés. On a fait des petits sondages de 1 à 2 mètres sur 2 pour tester et voir s'il y avait des niveaux archéologiques conservés sous la terre végétale dans des endroits qu'on a mis en évidence grâce à la prospection. Sur l'îlot Forban, le petit carré que vous avez en 3, justement, pour reparler du corail, on a trouvé quelque chose qui, moi, m'a fait tilt, que j'avais vu à Saint-Martin, c'était des résidus de corail et de coquillages brûlés. C'est pas naturel, mais du coup, on a fait d'autres sondages à d'autres endroits qui nous paraissaient très intéressants. Ouais, le corail. Et on a mis en avant d'autres choses. Ici, justement, dans la zone de corail brûlé, c'est tous les petits éléments blancs que vous voyez. Avec Jean, on a trouvé, puisque c'est nous qui avons fait ce sondage, on a trouvé plusieurs clous qui sont ce qu'on appelle des clous de Carvel. Ce sont des clous qui sont utilisés pour assembler les membrures et les bordées du navire sur les membrures. Donc attention, ces clous-là, ils ont différentes tailles et on les utilise pour tous les types de bateaux. Ça peut aller de la barque jusqu'au navire de guerre. Mais à côté de ce sondage-là, on avait d'autres choses, et quelque chose que vous avez vu par exemple sur Spreaker, on a retrouvé plusieurs fragments de ce type-là. C'est de la porcelaine de Chine qui date de la fin de la deuxième moitié du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, Jean a réexaminé, comme il vous l'a dit, la totalité du mobilier qui a été sorti sans aucune logique des épaves par l'équipe américaine, et ces fragments-là, on les retrouve, ils sont dans les épaves. Un petit peu avant la carto, ça c'est l'île au Forban. Voilà, il y a quelques aménagements. Du 19e siècle, c'est des aménagements faits par les Français, les puits, les bassins, les embarcadères. Si tu veux parler du sondage. Comme vous voyez ici, justement, on est sur l'îlot Forban. Tous ces niveaux-là, c'est du corail brûlé, du coquillage brûlé. Entre ces niveaux de rejet de corail brûlé, on va avoir des couches noires. Alors ça, c'est pas du tout naturel, ce qu'on appelle un paléosol.
C'est lié à l'activité humaine, à des incendies, du piétinement, du passage, et dedans, à chaque fois, on a trouvé du mobilier archéologique. Principalement de la céramique aussi malgache locale, autochtone, fabriquée par les habitants, qui, on le sait par les textes, vivaient, pas dire en symbiose avec les pirates, mais il y a eu beaucoup de métissage. Voilà, ils acceptaient la présence des pirates. Certainement parce que ça les Après, servait parfois, aussi. ça se passait mal, donc voilà. Les pirates repartaient et puis les malgaches revenaient. Ce qu'il faut savoir, c'est que les malgaches, les indigènes locaux, participaient aussi à la traite négrière. C'est-à-dire que l'objectif, voilà, malheureusement, il y a une hiérarchie dans le malheur. On a l'esclave, ensuite l'indigène local et puis le colon pirate, quoi. Ça se passait comme ça. Et donc, c'était une activité lucrative pour tout le monde, en fait, pour les malgaches, autant pour les pirates. Ça se passe partout pareil, en Guyane ou ailleurs. On a un autre sondage, mais c'est pareil, qui a mis en évidence plusieurs niveaux d'occupation, niveaux anthropisés, donc, mais qui sont plutôt de la fin du XVIIIe ou alors du XIXe siècle, donc au moment où les Français sont déjà là et les pirates ne sont plus là. Le sondage qu'on a réalisé au pied du fort de la Possession, quand on ne savait pas encore à quoi établir ou à quelle période établir sa datation, on a pu dégager donc, cet énorme caniveau qui permettait d'évacuer les eaux qui étaient accumulées dans la fortification. Un gros travail et qui nous a montré que dans cette zone-là, on est assez loin de la zone qu'on a pu pointer ensuite avec le plan de la fortification française, la toute petite fortification pareille. Et on sait qu'en dessous de ces travaux qui datent du 19e siècle, on n'a rien d'autre. Il n'y a aucune occupation anthropique en dessous. On est directement sur ce qu'on appelle le sol géologique, stérile. On ne trouvera pas de choses plus anciennes. Voilà. La zone de l'Aiguade, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'Aiguade c'est faire de l'eau, faire Aiguade c'est s'approvisionner en eau. Le terme il est déjà implanté sur les cartes plus anciennes. Vous avez sur cette carte plusieurs choses qui sont indiquées. Donc on a la rivière où on fait de l'eau, on en a d'autres où là on sépare, on a la rivière où les blancs vont faire de l'eau, on en a une autre où c'est marqué la rivière où les noirs vont faire de l'eau, donc les autochtones, les malgaches. Ce qu'on a pu dégager, c'est une structure qui montre deux périodes d'occupation différentes. Donc on a cet aqueduc qui permet d'emmener de l'eau de la rivière jusqu'au littoral, qui a été construit probablement au XVIIIe siècle, en 1750, à l'arrivée des Français, et qui a été réutilisé, restauré au XIXe siècle, lors du retour des Français. Mais c'est une zone qui, du coup, est déjà indiquée dans les cartes de 1730, et on suppose que les pirates l'ont certainement utilisé, c'est pour ça qu'on allait voir dans cette zone-là. Il faut savoir que le lidar et le traitement du lidar récent ont pointé dans ce secteur-là plein d'anomalies que nous, on voudrait aller vérifier pour voir à quoi les associer. La zone de captation de la rivière a été anthropisée. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est assez subjectif, mais c'est une retenue d'eau, un bassin qui a été aménagé par les Français, certainement au 19e siècle, pour capter l'eau et la concentrer pour les moments où il y avait un peu moins d'eau au moment du laitiage. La partie haute, justement, de l'Aiguade, un secteur où on domine très bien la baie sur toute sa partie. On avait décidé avec Jean d'implanter des petits sondages. Donc là, c'est pas lié à l'activité pirate, mais c'est intéressant de vous le souligner. C'est ce qu'on a mis en évidence, c'est plusieurs éléments céramiques et de mobilier archéologique qui traduit la présence des populations malgaches au 9e et 11e siècle après Jésus-Christ. Encore une fois, sur la carte des Français, en 1730, vous avez le village de Zahabé, je ne sais pas si je le prononce correctement, mais on sait qu'il y a de l'organisation, on sait que les malgaches sont implantés là d'une manière un peu plus structurée, que par les textes, ils échangent avec les pirates, qu'ils échangent et pacifiquement et des fois de manière belliqueuse, et que potentiellement, ce qu'on aimerait aussi nous trouver, c'est pourquoi pas des zones d'habitat mixtes où malgaches et pirates échangent, vivent ensemble, voilà. Vivent ensemble. Justement, dans cette partie basse qui nous a emmenés, on a la zone où on a trouvé ces fameux tessons de céramique malgache dans les années 80, 90, 70.
le propriétaire du lieu, il a retrouvé ce petit canon. Quand on a trouvé ce petit canon avec Anne, là, qui fait son plus beau sourire, on a tiqué tous les deux parce que c'est un type de canon que nous on n'avait jamais vu et qui nous paraissait assez ancien. Et en le regardant de plus près, il y a pas mal de choses qui nous ont fait penser que justement il avait été sorti de l'eau. Il y a plusieurs taches que vous voyez, les taches noires que vous voyez sur la partie supérieure, c'est des zones de rouille active. Et puis il y a des compressions qui nous font penser qu'il a passé assez longtemps dans l'eau de mer. Et à l'heure actuelle, on n'a pas encore réussi à identifier ce canon-là de manière précise, mais par contre, on a une comparaison. La seule comparaison qu'on a trouvée, c'est un canon qui a été retrouvé, enfin qui existe encore ici, en Martinique, et qui traîne, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est au Vauclin ou au François que je l'ai trouvé, et en fait, il traîne comme un canon pot de fleurs, moi j'appelle ça. C'est un canon qui a été sorti de son contexte, qui traîne dans un jardin et qui clairement ne sert aujourd'hui plus à rien. Puisque Jean vous parlait Pas au milieu d'une batterie. Non, c'est pas au milieu d'une batterie. Ce que Jean vous expliquait tout à l'heure, c'est que sortir un objet de son contexte, pour les scientifiques, ça ne sert plus à rien. Un objet, il a une valeur scientifique que quand il est dans son contexte-là, et nous, malheureusement, c'est perdu pour les archéologues. Mais ce petit canon-là, clairement, il a été trouvé en haut d'une zone où vous voyez toute la baie. Et notre théorie principale, c'est quand même qu'il a servi, pourquoi pas, de canon d'alarme pour signaler l'arrivée d'un navire. Voilà, quelque chose comme ça. À une période pour le moment qu'on ne peut pas définir, mais clairement, c'est pas un canon réglementaire, ni français ni anglais. C'est peut-être espagnol, mais non, notre collègue Anne Oyoberry, elle a regardé, ça ne correspond pas non plus forcément au canon anglais. La seule comparaison, c'est en Martinique. Voilà. Donc, à creuser encore. Puis on va boucler la présentation parce que... On traîne. Voilà, ça fait déjà bien réuni. Voilà, très rapidement pour faire le point sur ce qui avait été trouvé par les Américains. Ils ont essayé de travailler comme ils pouvaient. Et ils ont sorti quand même près de 3500 objets. Donc ça faisait partie quand même de missions. Donc ça c'est la tête du musée de l'îlot Madame la Reine Béthia, qui avait été repeint 5 ans avant. Qui malheureusement avec la houle, le sel, etc., ça continue à se dégrader malheureusement, suivant. Et donc pendant une partie de notre mission, on a réexaminé, en fait, rouvert tous les sachets qui avaient été accumulés. Donc c'est des sachets qui n'avaient jamais été ouverts depuis 2010, pour la plupart. Il y a eu 3 campagnes, 2000, 2010, 2015, par Ali Clifford, parce qu'on n'avait pas donné son nom. Et qui ont permis de mettre en évidence donc, pas mal d'éléments issus d'un seul bateau qui serait supposé être le Fiery Dragon. Eux, ils disent que c'est le Fiery Dragon, donc lié au pirate Christopher Condon, donc bateau coulé volontairement dans la baie en 1721. Nous, tant qu'on n'a pas plongé dessus et fait des investigations plus approfondies, on garde le supposé. N'empêche qu'il y a quelques indices qui tenteraient à penser que ce soit bien celui-là. Suivant. Voilà la carte établie par l'équipe américaine des différentes étapes de cette zone. Donc il y en a un paquet. Bon, les datations sont relatives, elles ne sont pas toutes de 1733 ou 1847 comme c'est indiqué là, mais il n'empêche que, voilà, en tout cas elles ont été pointées au GPS. Est-ce qu'il s'agit uniquement d'épaves ou de restes? Ça on ne peut pas le dire puisqu'on n'a pas plongé dans la zone, mais on sait que c'est une zone de cimetière à bateau. Suivant. Voilà les plans qui avaient été établis en photogrammétrie, donc des photos rajoutées les unes sur les autres pour former un plan. Vous voyez des grosses zones de cailloux, c'est le ballast en fait, du ou des bateaux. Ici, à côté de FD, le point jaune le plus au sud, là le plus en bas, il y a un petit canon aussi qui a été trouvé, emmené par parachute par la suite, donc il ne se trouve plus à cet endroit-là. Parce que ce plan date de 2000, mais le parachute a crevé, et donc le canon a été donc décontextualisé de la zone, mais ça, pour le coup, ça pouvait arriver à tout le monde. Et puis le plan et les zones que vous avez ici, suivant. Voilà, et en fait, tout de suite, quand on a ouvert les sacs, on le savait, puisqu'on était en contact quand même avec John Debris, qui est archéologue américain, qui en a emmené avec nous en 2022, et qui avait travaillé quand même relativement... sur ces objets-là. C'est un peu la seule personne sérieuse de leur équipe. Elle nous avait dit, vous verrez, il y a plein de porcelaine. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable, parce que c'est 2 sondages de 3 mètres sur 3 en prospection. En fait, ils n'ont quasiment pas creusé. Et ils ont trouvé énormément de porcelaine.
Ils se demandaient un petit peu pourquoi présence de cette porcelaine en quantité industrielle. Donc on a identifié, enfin, on a confirmé qu'elle venait de la période Kangxi, donc c'est 1662-1722, c'est 60 ans de règne de l'empereur Kangxi. Et qu'en plus elle avait un style très particulier. Il y a le décor blanc-bleu que tout le monde connaît sur les porcelaines chinoises, mais qu'en plus on avait parfois des manquements, des absences sur les décors, parce que vous allez le voir, des éléments ont disparu dans l'eau dans son séjour sous-marin pour certaines porcelaines suivantes. Bon, on a fait l'inventaire, je ne rentre pas dans le détail. Suivant, les dessins pour une partie, suivant. Quelques objets que vous voyez là, qui ne sont plus dans les collections du musée, qui ont été ramenés par les Américains avec l'accord du gouvernement. On a vu les papiers, tout était signé. Donc bah, ces objets, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui, mais bon, on a certaines photos. C'est aussi toujours le problème. On n'est plus dans les années 80, hein. On est en 2010. Aujourd'hui, bon, ça serait plus possible. D'ailleurs, ça a été un des problèmes pour nous aussi. On leur a dit non, mais tout ce qu'on trouve, nous, de nos sondages, de tout ce qu'on trouve, on le laisse au musée. Pas de question de les emmener. Non, non, ne vous inquiétez pas. Là-dessus, c'était très clair. Suivant. 13 pièces de monnaie en or qui ont été retrouvées. À l'époque, en 2000 et 2010, il n'y en a plus qu'une au musée. Donc, voilà. Non, en or, une seule. En or. Donc voilà, là, j'accuse pas les Américains, je dis juste qu'il y en reste plus. Mais bon, vous savez, bon, on ne sait pas entre les locaux, je veux pas, on jette la pierre sur personne, mais entre les locaux, parce que aujourd'hui le musée en fait c'est plus un endroit où on stocke les objets, il n'y a plus vraiment de visite. Enfin, vous voyez, dans un état un peu. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens, donc bon, voilà. Je vais pas dire que n'importe qui peut rentrer dans le musée et se servir, parce qu'il faut quand même connaître, mais voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, il ne reste plus qu'une monnaie, mais on s'en va. Après, entre guillemets, l'information est là, on a des photos, donc on sait de quand elle date. Elle date, je crois, entre 1680 et 1718, donc ça nous donne un spectre assez précis des objets. On a aussi un super crâne de truie de l'âge de 3 ans. Donc ça voulait dire aussi que sur cette épave, il y avait des restes animaux pour manger. Il faut imaginer un gros cochon qui se balade sur le pont, ça c'est marrant. Suivant. Voilà différents objets, hein, plus ou moins gros, qui sont d'origine aussi européenne. Suivant. Une photogrammétrie d'un fragment de statuette de Saint-Antoine de Padoue réalisé par Alexandre. Voilà, donc un objet plutôt catholique. Qui se retrouve au milieu des porcelaines. Donc là, ça donne un magma d'objets un peu différents, suivant. Et toujours cette porcelaine qui est là, qui est très très présente, qu'on a dessinée, puisque les Américains n'avaient pas dessiné, peut-être pas dessiné. En tout cas, on a essayé de reprendre les formes et on s'est rendu compte qu'il y avait des services avec des gobelets, des coupelles, des tasses, des assiettes, etc. Et toujours ce type de décor qu'on retrouve avec des fleurs, etc. Suivant. Et un style très particulier qu'on appelle le style Imari, qui est issu de la tradition japonaise et repris par les Chinois, les artisans chinois, qu'on appelle donc style Imari chinois. Et comme vous le voyez, la comparaison entre une petite coupelle complète avec le décor complet et comme on la retrouve nous. Et en fait, comme vous le voyez, il reste que le bleu. Le rouge et le jaune a disparu. Ouais. T'es allé vite. Tu peux. Et il y a 110 slides à remonter. Et en fait, voilà, c'est assez intéressant parce que le séjour dans l'eau de mer, sur ces porcelaines, a figé une partie des décors parce qu'elle était avant cuisson, et le vernis post-cuisson, lui, n'a pas été conservé. Donc tout ce qui est rouge et jaune n'a pas été conservé, ce qui donne en fait des décors incomplets. Et ça, on s'en est rendu compte sur place, mais il a fallu chercher en fait pour avoir les bonnes comparaisons. Et c'est des collections en fait qui datent ce type-là, plus de 1710-1720. On est encore sur une période quand même avec les monnaies, la porcelaine, on arrive à peu près à dater quand même le naufrage. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et on s'est rendu compte que c'était même vers les années 1720. Et qu'en comparaison archéologique, c'est quasiment unique. C'est-à-dire des porcelaines de ce type-là, de cette tradition-là faite par les Chinois dans les années 1710-1720, on n'en a pas beaucoup, voire très peu, et que dans les collections de vente. On n'en a pas sur les épaves. On en a sur les épaves, sur certaines épaves qui font la navette entre la Chine et les colonies d'Amérique, et qui coulent par exemple au large de la Floride, comme les épaves de l'Afrique de 1715, et qui livrent quelques porcelaines comme ça. Donc ça en fait c'est une porcelaine, tu peux avancer, une porcelaine de commande à destination du marché portugais. Là encore on précise avec des objets, des petits fragments
la destination de cette cargaison, et qui en fait était de la contrebande, que les pirates revendaient et dispersaient probablement, issus de différentes épaves. Et là, on a un lot assez homogène. Donc c'est une porcelaine de commande fabriquée par la Chine, avec des motifs notamment qu'ils n'ont pas l'habitude de dessiner puisqu'ils ne connaissent pas l'aigle, et ils dessinent donc des aigles avec des becs de canard, puisque le canard, ça ils connaissent. Et c'est l'emblème en fait de la péninsule ibérique, Espagne et Portugal. Donc tout ça montre qu'en fait que c'est vraiment pour but à destination du marché portugais. Suivant. Ce double aigle en fait est extrêmement rare dans le bestiaire de la porcelaine chinoise. Il n'existe pas. C'est vraiment une volonté. Et lié à la famille des Habsbourg qui existe déjà dès le XVIe siècle, et ensuite il est dérivé selon le style jusqu'au début du XVIIIe siècle. Donc c'est assez intéressant pour nous. Même au bord du musée, devant le musée, sur l'îlot Madame, on a retrouvé des fragments de porcelaine, parce que en fait, ce qu'on découvre dans les archives, c'est que les pirates déchargent des bateaux, mettent des caisses au sol, la porcelaine, il y en a partout, ça a une valeur, mais bon, en même temps c'est lourd, etc. On sait que les Anglais qui viennent de passage d'une frégate armée arrivent en 1722, voilà, les pirates les ont vu arriver, ils fuient. Le commandant signale qu'il y a des porcelaines partout, que les marins les récupèrent. Donc en fait, on a de la porcelaine partout sur l'île, face aux épaves. On pensait au départ que c'était des rejets issus des épaves, mais non, en fait, c'est des fragments qui nichent le sol. Et on a en plus des fragments avec ce double aigle. Donc là, tout de suite, on sait qu'on est sur la fin des années 1720, enfin début des années 1720, et avec une porcelaine de commande. Suivant. Et le clou du spectacle, c'est ce petit tesson qui fait 5 cm et qui est totalement unique dans les 2880 que j'ai inventoriés, avec les étudiants et mon ami Yann, qui était aussi de la partie pour travailler sur les porcelaines, puisqu'il y a Yann Arnim, spécialiste de la porcelaine. On trouve ce tesson-là, qui est un tesson blanc, donc qui n'est pas de décor. Et là, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je le passe au soleil pour voir vraiment le décor invisible, et je me rends compte qu'il y a des reflets dans les interstices de ce tesson. Et je dis à Yann, il y a un blason. Tu commences à un blason. Je dis, il y a un blason. Tout le reste, des animaux, des fleurs, des machins, mais pas de blason. Et il me dit, mais c'est exceptionnel d'avoir un blason. C'est pas si exceptionnel que ça. Il y a des porcelaines de commande qui sont faites avec des blasons, mais donc à destination de quelqu'un, puisque le blason appartient à quelqu'un, forcément. Et il appartient, on l'a découvert, grâce à un contact que j'ai eu avec la famille portugaise qui existe encore aujourd'hui de ce blason, qui est la famille des Meneses, Luis de Meneses, 5e comte d'Ericeira et premier marquis de Ericeira, et qui a, donc quand j'ai contacté ce monsieur, via un compte Facebook, les héraldiques, les spécialistes du blason, moi je ne suis pas spécialiste des blasons, et il m'a dit ça c'est le blason de ma famille. Mais je dis c'est une blague. Il dit non, ça a été un drame absolu pour nous, parce que ma famille a perdu toute sa fortune en 1721, quand le bateau de ce comte a été pris par les pirates, et qui accueillait quoi, donc tu peux passer parce qu'on va voir le fameux comte, qui accueillait quoi, les bijoux de la couronne portugaise. Donc pas de bol, il se fait prendre par les pirates, les bijoux de la couronne portugaise, les pirates le laissent partir avec l'archevêque de Goa, et il rentre au Portugal en disant j'ai eu un petit problème, j'ai perdu les couronnes, et qu'est-ce qui s'est passé? Du coup il se fait bannir de la cour du roi du Portugal à ce moment-là. Et c'est pour ça que son arrière-petit-fils me dit vous vous rendez pas compte, mais nous en 1721 c'est la chute totale de notre famille, du coup ils n'ont plus d'argent du tout depuis, mais il avait conservé, parce qu'il s'est très intéressé par l'histoire de sa famille, des archives notifiant la prise des pirates, qui est quand même relativement connue. Pourquoi? Parce que le pirate qui a pris ce bateau, qui s'appelle, je ne sais pas si je l'ai noté en portugais, la Vierge du Cap, mais qui arrive en portugais, il a été pris par le pirate Olivier Levasseur, le pirate le plus connu français, l'Abuse, et en fait c'est cette prise-là qui a donné lieu au fameux trésor de l'Abuse. Et nous, en gros, on a un fragment, c'est pas grand-chose, mais on a un fragment de l'assiette issu du service vaisselier de ce comte sur notre île.
Voilà. Dans un bateau qui n'est pas la Vierge du Cap qui a coulé dans la baie. C'est un autre bateau, mais comme ils font de la contrebande, ils s'échangent les assiettes, les porcelaines et tout ça. Et puis, il va y avoir, alors comme vous imaginez bien, le bateau sur lequel les Américains ont travaillé en 2000, 2010, 2015, il a été fouillé que très très partiellement. Il y a 2 sondages de 3 mètres sur 3. Mais nous, si on replonge dessus, on va retrouver d'autres porcelaines et on va probablement retrouver d'autres blasons. Parce que ce que vous avez vu avec les aigles, les décors bleus, etc., c'est un type de vaisselier. Et vous avez d'autres vaisselles, vous le voyez bien. C'est marqué généralement les bols avec un seul blason, il n'y a rien d'autre. Donc c'est pas du tout le même type. Donc on est sur un assemblage hétérogène qui a été mis peut-être en fond de cale quand le bateau a été coulé, ils voulaient s'en débarrasser, ils ont fait ça à la hâte, etc. Et ce fragment est vraiment lié, et ça on en est convaincu, avec nos collègues historiens aussi, à cette fameuse prise de 1721. Après vous connaissez peut-être tous l'histoire de la Buse. Qu'est-ce qui se passe? Donc il revend son trésor, on ne sait pas comment, il le cache, il l'enterre, etc. Il le cache peut-être sur l'île au Forban à Sainte-Marie, ce qui a donné lieu, parce que vous avez vu nos petits sondages, ce qui a donné lieu au milieu de l'île à plein de trous. Titanesque, ça vous fait marrer, de profondeur, les Américains, les Japonais, ils sont tous venus sur l'île Sainte-Marie pour faire du tourisme. En fait, ils ont creusé dans les années 60-70 des trous, des tunnels pour essayer de l'île au Forban, la baie des Pirates, le trésor de la Buse. On est dans l'océan Indien. À La Réunion, le trésor de la Buse, c'est toute une histoire. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu qu'il y ait un trésor, ou en tout cas qu'il y ait un trésor encore enterré aujourd'hui. Il n'empêche qu'on a la preuve que le bateau, mais ça on le savait, avait vraiment été pris, que le bateau, la Vierge du Cap et son autre navire sont arrivés à Sainte-Marie, on le sait. Il y a eu de la contrebande entre les pirates, ils se sont dispersés les pièces. Après, est-ce que la Buse, il est allé enterrer son trésor, je ne sais où, j'en sais rien. Il n'empêche qu'en 1730, quand il se fait pendre, à Saint-Paul de la Réunion, il dit à la foule, voilà, en jetant son parchemin dont on n'a pas réellement l'existence avérée, et ce qui a donné lieu à la plus grande chasse au trésor pirate du monde entier. Grâce à ça, on a des chasseurs de trésors dans le monde entier, et chaque pirate a son trésor caché dans une île des Caraïbes ou ailleurs. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est assez drôle. Donc vous voyez, l'archéologie, c'est ça. C'est un petit fragment comme ça, où il n'y a même pas de décor, on ne voit rien. Il faut le passer au sol, et on appelle ça le décor fantôme. Parce qu'il faut le voir en passant, on est presque dans l'épisode de Tintin où il passe les 3 parchemins, l'oracane le rouge, pour voir sous la lampe et se rendre compte qu'il y a quelque chose d'écrit. Bah là, c'est la même chose. Et puis après, il faut retrouver la famille, on a eu de la chance. Alors lui est extrêmement intéressé, ce Meneses Enrique Diego, Enrique, qui est adorable et qui était très intéressé par nos recherches du coup. Et il dit, vous allez peut-être pouvoir conclure le mystère de la chute de ma famille. Et voilà, c'était vraiment sur un tesson parmi 2800. Voilà. C'était la petite histoire. Je crois qu'on a fini. Voilà, et puis évidemment tous nos partenaires qui nous ont accueillis sur les différentes missions, les gouvernements mauriciens et malgaches, les étudiants, les universités, et puis les médias qui nous ont aussi permis de faire nos recherches, qui ont initié certaines recherches, parce qu'à Madagascar, évidemment, et à Maurice, on va y retourner, puis pour essayer de poursuivre nos investigations, et peut-être trouver, c'est la blague, hein, le trésor de Bacchus, mais c'est pas l'objectif. Voilà, on vous remercie. Voilà, la fiche du documentaire qui est accessible, plus en accès libre, on est désolé, mais Arte c'est 2 mois de diffusion, 2 mois et demi gratuite, et qui est toujours, qui se loue, je crois, qui s'achète en ligne sur la plateforme Arte, et voilà, et qui est assez sympa. Bon, il y a des approximations forcément, parce que quand vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas les réponses à tout ce qu'il dit. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, 2 questions. 2 questions. Est-ce que tu as entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Bibica? Bibic, oui. Ouais, Bibic, et qui parle justement d'une piste de la Buse où il a retrouvé une partie. Alors, il n'a pas retrouvé, mais oui, on en a entendu parler. Parce que... On voit à peu près un mail par semaine sur une personne qui veut qu'on vienne parce qu'il a trouvé le trésor de la Buse. Ouais, il a besoin d'archéologues. En fait, depuis 2019, et septembre 2019, qu'on a créé le programme de recherche association, on a vachement de sollicitations sur le trésor de la Buse. Ah ouais, jusqu'à il y a encore 2 mois où on a été sollicité par une équipe qui voulait qu'on vienne sur place, très officiellement, avec des mails, etc. Mais bon, voilà, on a dit que nous, on est moins
Alors, donc tout est foireux du coup? Non. Bon. Moi, je pense que oui, mais non. Non, mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a une réalité historique qui est là. On l'a un peu pensé très rapidement. Ouais. Par rapport à Slavus, il a vraiment été pendu. Bon, s'il y a un moment donné, il clame ça à la foule et qu'aujourd'hui on en parle, c'est qu'il y a probablement une réalité, il dit quelque chose. Après, vous imaginez un pendu qui jette un parchemin. Donc, c'est un peu bizarre. Ah, juste avant, peut-être. En plus, certains disent qu'il l'avait en collier, qu'il a acheté son collier parce qu'il était dans une petite bobine. Bon, il y a toutes les versions. Après, le cryptogramme, il est édité pour la première fois, parce que, donc, je l'explique, il lance à la foule cette phrase, et il lance un parchemin sur lequel il y a un cryptogramme à la Zodiac, avec plein de symboles, etc. Et ce cryptogramme ressort pour la première fois en 1936 dans un livre. Parce qu'il aurait été conservé par une femme aux Seychelles qui ne l'aurait pas vu parce qu'il aurait été dans un petit coffre ou je ne sais quoi. Et après, il aurait été revendu, redonné à un notaire. Bref, et il se retrouve dans un livre en 1936, puis réédité dans les années 60 dans un autre livre. Et aujourd'hui, vous tapez cryptogramme de la buse, il sort sur Internet ce livre. Il y a toutes les théories du monde sur le déchiffrage, évidemment. Bon, reçu, mais j'ai reçu des dossiers de 100 pages avec toutes les théories, mais parfois ça juste on leur explique qu'on n'a pas le temps de C'est la Da Vinci, quoi. Voilà, mais c'est intéressant quand même, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est socialement, c'est ce que ça représente, c'est ce que ça amène, c'est ce que représentent les pirates, la chasse, etc. D'ailleurs, nous sommes en contact avec certains, je leur dis, mais pourquoi travailler là-dessus? En fait, ça nous intéresse, on est là, vous vous rendez pas compte, mon grand-père l'a cherché, on est sur le Benjamin Gates presque, voilà, et donc on poursuit dans la famille la recherche de trésors, donc nous on est plus que sceptiques parce que, d'ailleurs on a été contacté par la direction d'archéologie à La Réunion, on les connaît, c'est un petit monde l'archéologie, parce que ces gens-là vont voir les archéologues sur place, pour leur dire c'est à La Réunion, on veut monter une mission. Contactez l'archéologie de la piraterie, ils vous aideront peut-être. Bon, au final, nous, on essaie de prendre nos distances quand même. Avec ça, on a d'autres choses à faire. Et puis, c'est la même chose, par exemple, pour la Vierge en or de l'île Coco. oui, voilà. Les chasses au trésor, ce que je vous dis, William Kidd, qui est un autre pirate, sur Oak Island, vous connaissez peut-être tous l'émission, il y a aussi son trésor sur l'île, quoi. Ouais. On est en Nouvelle-Écosse. Bon. Voilà, à New York, il y avait aussi un trésor, vous allez partout, il y a des chasses au trésor Chaque pirate a forcément caché son trésor, Barbe Noire et d'autres. Bon, voilà, nous, le trésor, on s'en fiche un peu, ce qui nous intéresse, c'est connaître l'histoire de ces pirates, essayer de démêler le vrai du faux. On s'intéresse au corail brûlé, donc c'est plus modeste. Après, il faut relativiser les choses. Là, on a parlé de la buse, on a parlé d'un pirate très connu à travers les textes, d'une prise d'un navire qui est très riche, c'est une chose. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que sur les 3000 pirates dont on vous parlait tout à l'heure dans la Caraïbe à un instant T, vous avez retenu combien de noms? 35 dans un ouvrage. Mais il y en a combien d'autres que vous ne connaissez pas? Si je vous parle de Thomas Dulin, ça parle à qui? Le pirate dont on a parlé. C'est un pirate qui a fait tourner en bourrique le gouvernement de Martinique. Il a fait une quarantaine de prises sur les Français, c'est un Français. Et lui, par exemple, ce qu'il explique, c'est qu'il fait le métier de pirate. Il ne l'a pas choisi, c'est pour survivre. Et sur la quarantaine de navires qu'il va piller, il pille principalement sur le commerce inter-îles. Donc il va piller des vivres, des épices, prendre de l'armement quand il en a besoin. Il va prendre une fois un bateau, dessus il y a 3000 livres en or. C'est exceptionnel. Mais sur les 100 mecs qui sont sur son navire, ça fait 30 pièces d'or chacun. Donc ça a relativisé encore une fois, et le trésor, c'est une prise sur 20. Mais après, on peut comprendre aussi les archéologues et puis même le public qui s'intéressent à Barbe Noire parce qu'il représente plein de choses. Et d'ailleurs, on trouve son bateau, il y a encore plein de choses à découvrir sur ce bateau-là. Voilà, c'est vrai que il y a plein d'anonymes en fait. Et il faut prendre la piraterie pas comme un phénomène avec des personnages historiques, des célébrités, mais plutôt un phénomène plus large qui bloque un peu l'économie, qui gêne en fait les pouvoirs locaux et les royaumes européens. Et nous trouver, Saint-Martin, c'est l'exemple type.
C'est un site qui est précolombien, qui est réoccupé. On n'a pas de nom là, de personnage connu, mais au moins on atteste déjà d'une capacité à utiliser un espace dans des conditions qui devaient être misérables, hein, même en terrestre, sur des zones poussées par les vents, des campements éphémères, etc. C'est un peu ce qui se passait. On sait qu'à Madagascar, sur l'île, à Sainte-Marie, en 1697, Adam Baldrige, qui fonde cette espèce de comptoir commercial de contrebande, il fuit à un moment donné parce qu'il est attaqué par les locaux, en fait. Parce qu'il donne des représailles, que c'est mal perçu, et il est obligé de fuir. Et il y a aussi tout ça qui est intéressant, c'est le lien avec les locaux, comment ça se passe, il y a du métissage. Aujourd'hui, la plupart des gens qui habitent à Sainte-Marie, ils sont associés à ce métissage, à uniquement du métissage pirate. Il y a des Français qui reviennent en 1820, qui meurent de la fièvre, qui sont enterrés dans ce fameux cimetière de l'Abbé, et qui, du coup, aussi ont eu des enfants, etc. Donc ça, c'est un phénomène sociologique qui est hyper intéressant aussi, et qui, en fait, est lié à la population locale, quoi. Il y a un livre là-dessus d'ailleurs sur le mythe de Libertalia, Oui. avec un archéologue qui travaille là-dessus et qui dit que, je ne sais plus qui a écrit ça, j'ai quelque part, mais je ne sais plus qui a écrit ça. Et C'est un historien. un historien, ouais. Alexandre Rodard. Ça doit être ça, ouais. On travaille avec lui, ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Et il dit qu'en fait, génétiquement, il y a des descendants. Bien sûr. Mais on parlait du mythe du trésor, de la buse, mais il y a le mythe de Libertalia, les républiques pirates, les républiques indépendantes. Là, à Sainte-Marie, cette petite île, on vous a expliqué un peu le contexte, il y a des pirates, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus l'île de la Tortue à Haïti, où en fait c'est 15-20 ans de flibusterie sur place, avec des Français, des Anglais. Pareil, il n'y a pas de taverne, il n'y a pas de... C'est des campements éphémères, ils sont là, ils prennent des navires, ils reviennent, ils revendent leurs marchandises. Faut pas y mettre, voilà, parce qu'on a l'image de... Nassau, c'était pareil, éphémère. Alors, Nassau, c'est une république pirate, avérée, attestée, de 3 ans. Ouais, c'est ça. 1715-1718. Et par-dessus, il y a quoi? Il y a leur parc d'attraction. Non, mais c'est ça aussi la réalité, parce que souvent on nous parle de Nassau, il y a la série Black Sails qui parle beaucoup de Nassau. Voilà. Et Nassau, moi je veux bien aller faire le parc d'attractions aquatique, hein, ça me dérange pas, mais. et voilà, mais en fait, concrètement, c'est aussi des politiques archéologiques. Nous en France, regardez, dans les îles des Antilles, on a une politique archéologique qui est régulière, une sensibilisation, une valorisation, enfin. On le voit partout. Nassau, c'est pas le même type de gouvernement, c'est l'argent, donc il y avait sûrement plein de choses à voir qui sont liées aux pirates ou pas, et tout est détruit et puis il n'y a rien de conservé, quoi. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'à travers vos recherches archéologiques, vous avez pu avoir des hypothèses sur le lien entre les pirates et les bateaux des négriers dans les eaux de la Caraïbe? Alors, dans les eaux de la Caraïbe... Vous êtes arrivé un peu plus tard, on en a parlé en fait, et on a beaucoup de navires pirates, entre autres le navire que Barbe Noire coule, qui s'appelle le Queen Anne's Revenge, c'est un navire français négrier qui s'appelle la Concorde. Le Speaker qu'on a étudié à l'île Maurice, c'est pareil, c'est un ancien navire français négrier. Et encore une fois, il faut sortir aussi de cette idée reçue qui voit le pirate comme un libérateur des esclaves. Hein. Les pirates, ce sont des voleurs, ce sont des opportunistes. Pour eux, les esclaves, ce sont juste des marchandises qui vont représenter un gain. On a des objets... Justement pour ces marchandises-là, puisque j'ai entendu qu'il y ait des marchandises, il se trouve que s'ils attaquent un négrier, du coup, ils ont ces marchandises-là. Ils les récupèrent et ils les revendent. Voilà, donc ils les récupèrent pendant un moment, ils sont du coup sur le bateau. Oui, mais ils sont aussi en fond de cale. Ils sont aussi. Oui, ils sont aussi en fond de cale. Mais du coup, après, justement, cette relation, c'est du coup, ils vont au plus près pour pouvoir revendre derrière à un autre propriétaire les ils peuvent aller à Port-Royal, dans les comptoirs commerciaux des Caraïbes pour revendre ces marchandises-là. Et en tirer de l'argent concrètement en fait. Et en contrebande, parce qu'après il y a aussi toutes les zones de contrebande qu'on connaît grâce aux archives, j'en parlais aussi tout à l'heure je crois avant que vous arriviez, l'îlet à Ramier dans la baie de Fort-de-France, c'est un lieu pendant l'âge d'or de la piraterie entre les années 1700 et 1730, c'est un lieu reconnu de contrebande, le gouverneur qui est à Fort-Royal il s'en plaint, et c'est pour ça qu'on va même y mettre une batterie d'artillerie, parce qu'on distingue, ils perçoivent, la nuit il y a des gardes qui perçoivent de l'autre bout de la baie
des lumières, on sait, et plusieurs fois on surprend des navires qui viennent faire de la contrebande pour vendre aux planteurs. Oui, aux pas forcément personnalités, des esclaves, aux personnalités mais liées. d'autres choses. Donc on peut très bien penser qu'on peut venir décharger des esclaves en contrebande. L'histoire du Cap 110 au diamant, c'est ça, c'est de la contrebande d'esclaves. À un moment où la traite elle est déjà illégale, pourquoi pas en pleine piraterie. Les pirates, ils vont aller vendre leurs esclaves à un planteur qu'ils connaissent, dans une zone qu'ils connaissent. Et ça, et quand même archéologiquement, sur ces épaves, mais aussi ça peut être sur les sites terrestres, mais notamment sur les quelques épaves qui ont été mises au jour, on a donc ces manilles, ces bracelets en bronze qui sont ouverts, qui ne sont pas des menottes, qui sont juste là pour être des monnaies d'échange, mais on a aussi des menottes, des colliers d'entrave, des bracelets d'entrave, des chaînes, etc., qui attestent réellement de cette activité-là et qui montrent que l'objectif c'est de les revendre au même titre que de la porcelaine. Et souvent d'ailleurs, on parle de contrebande, mais c'est pour revendre aux hautes personnalités. La porcelaine de Sainte-Marie qui est revendue part en Nouvelle-Angleterre, à Boston ou ailleurs, pour être revendue à des comtes, des notables, alors qu'ils peuvent s'en acheter, mais ils l'auront moins cher. Et est-ce que du coup, c'est vraiment pour du commerce, la relation entre les pirates et le bateau des négriers. J'ai entendu parler d'un personnage fiction ou vrai personnage, Black César. Et vous en avez parlé tout à l'heure? Non, on n'en a pas parlé, mais on nous en parle souvent en ce moment, et moi en particulier, parce que justement il y a un documentaire qui a été réalisé. Black César, déjà on n'a aucune archive claire dessus. Le seul qui nous en parle, c'est Daniel Defoe. Il donne pas de prénom. Et en fait, c'est un pirate qui est dans l'équipage de Barbe Noire. On nous mentionne un nègre de grande stature qui combat aux côtés de Barbe Noire. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a. Ce qui montre que ça existait, en fait, quand même, la libération des esclaves par les pirates. Ça, c'est... On revient pas dessus pleinement, mais on dit juste que c'est pas la norme. Non, c'est ça. Bartholomew Roberts, il y a plusieurs. Daniel Defoe, quand il parle de Bartholomew Roberts, il dit aussi quand il capture les navires négriers, ça lui est arrivé parce qu'il y a certains esclaves de la cargaison du navire négrier qui ont aidé les pirates à prendre le navire. Ils ont fait une mutinerie. Les plus méritants, ceux qui se sont battus, ils vont être libérés et on leur propose d'intégrer l'équipage pirate. Ouais. Donc pour intégrer l'équipage, c'est sur les compétences de gestion du navire, des compétences marines, mais aussi pour la bravoure. Alors, donc il peut avoir des pirates ça noirs. peut être des épiphénomènes qui viennent intégrer. Puisque il suffit que l'esclave soit fort aussi, il bénéficie d'une stature imposante, etc. Ça peut être un guerrier africain qui sait se battre. Et ça on l'a pas évoqué, mais sur le Queen's Revenge et sur Wida Gali, on a des bijoux africains, Akan, A-K-A-N, qui viennent du golfe de Guinée, ou du Gabon, je ne sais plus exactement, ou du Bénin, je crois exactement, qui sont des bijoux vraiment traditionnels, qui sont typiquement liés à la venue de ces esclaves qui devaient les avoir sur eux au moment où ils sont pris, soit par des pirates, soit par d'autres navires qui sont pris ensuite par les pirates. Et ces bijoux sont cassés, découpés. Parce qu'en fait, ils représentent de l'or. Et ils sont partagés, comme n'importe quel butin, entre l'équipage. Parfois, ces bijoux sont même refondus en petits lingots, en or, qui sont eux-mêmes aussi redécoupés au sein de l'équipage. Ça, on le voit sur les épaves. Donc, vous voyez, c'est des petits objets. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour cette problématique-là. Mais pareil, c'est quelque chose qui est peu étudié, je trouve, sur cette archéologie des bateaux, les restes, les petits objets, ces petits éléments, les perles qu'on a montrées, les perles en pâte de verre, etc., qui viennent de Venise, d'Asie, etc., c'est déjà au XVIe, XVIIe siècle, en Amérique du Nord, au Québec, au Canada, c'est des éléments de pacotille, comme on dit, qui servent de perles de traite, d'échange entre les Amérindiens et les colons. On sait. Pour les pirates, ça sert aussi de monnaie d'échange, mais parfois aussi pour échanger contre des esclaves. On a plein d'éléments qui sont déviés en fait de leur fonctionnalité d'origine, la perle qui va être portée par Jack Sparrow dans sa tresse. On en rigole, mais il n'empêche que c'est une des premières représentations de pirates modernes, on va dire, récentes, avec des perles. Et en fait, la perle elle est utilisée soit pour la monnaie d'échange, mais aussi comme ornement. Vous aviez des pièces de monnaie en or que j'ai montrées tout à l'heure.
Certaines sont perforées avec 2 perforations, parce qu'en fait elles étaient mises sur le costume, sur le vêtement, pour montrer déjà qu'on avait un peu, voilà, des chaînes, tout ça, en or, mais aussi pour montrer que voilà, on avait un petit peu de statut qu'on avait récupéré, etc. Parce que aussi il fallait être un peu beau. Voilà, donc on a plein d'éléments comme ça qui sont détournés. C'est assez intéressant pour nous. Ok, merci. Merci à vous. D'autres questions? Oui, s'il vous plaît. Vous avez parlé de faire Eguad, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, ainsi que la création, je ne sais pas de bêtises, de mi-carène. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des ingénieurs parmi les pirates? Alors, c'est pas des ingénieurs, mais comme on l'a dit au tout début, la plupart des pirates, entre autres les capitaines, souvent sont soit c'est des gens de guerre, soit c'est des marins de carrière. Le terme Eguad, il est utilisé dans la marine à voile, on l'a dans un dictionnaire français de la marine à la fin du XVIIe siècle, où c'est marqué Eguad, faire Eguad, c'est faire de l'eau. C'est un terme qui est couramment utilisé. L'histoire de faire carène, ben voilà, c'est pareil, c'est un terme de marine. Quand vous carénez un navire, c'est que vous rénovez sa coque, vous la nettoyez, vous la réétanchéifiez. Et faire demi-carène, ben, c'est une technique qui permet de ne pas passer dans ce qu'on appelle un bassin de radeau, où vous allez sortir le navire de l'eau, vider l'eau du bassin, et puis pouvoir accéder à toute la coque. La demi-carène, ça permet de se mettre soit sur une plage, soit sur un quai, de coucher sur le côté du navire, accéder à la moitié de la carène, et puis répéter l'action une deuxième fois pour accéder à la deuxième partie. Mais c'est juste parce que c'est un terme qui est lié à un type de métier qui est particulier, c'est le métier de marin. Et la plupart des pirates sont des marins marchands ou militaires. Je parlais de Thomas Dullin tout à l'heure, c'est un marin de la marine marchande qui est devenu pirate parce que c'était nécessaire. On parlait de Barbe Noire, on pense qu'il a été corsaire pour le Royaume-Uni. C'est des gens, c'est leur métier, ils ont fait ça pour certains depuis qu'ils ont 10 ans, ils ont été mousses dans la marine marchande ou sur des navires de guerre avant d'être pirates.